Mes parents ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois. Et 3 mois plus tard, je viens de faire 100 000 euros en un mois. Dans ma tête, j'étais vraiment. Enfin, c'était ouf, tu vois. C'était vraiment ouf. Et là, du coup, ma vie, elle a carrément changé. Et je pense vraiment que ma boîte a marché parce que j'étais passionné par ce que je faisais et que j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Aujourd'hui, avec un cours actuel du Bitcoin, on sort en net 20% d'ROI par an. J'ouvre le compte à 14h, je sors la vidéo à 15h et en 24 heures, la vidéo elle avait fait 700 000 vues. C'est là où la boîte elle est passée de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais. De 10h à 22h30 sur des incréments de 15 minutes ou 30 minutes, je sais plus, le Kanye était tout le temps fou. J'ai dépensé entre 30 et 60 000 euros par mois. Tu vois. Après, j'ai eu un mois d'excès à Dubaï. Je sais pas, j'ai dépensé 80 90 000 euros, tu vois. Kylian, c'est le premier épisode en vidéo aujourd'hui du podcast. On tourne pour la première fois dans les studios d'Orso Media. Donc très content. Petite pub. C'est la nouvelle saison du podcast. On est au 2e épisode déjà. Donc dans cette nouvelle saison, en plus de parler d'investissement, j'ai vraiment aussi envie de parler du parcours entrepreneurial de l'invité. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire avec toi. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui dans le podcast. Kylian, aujourd'hui, tu as 19 ans ? C'est ça, 19 ans. Je vais sur mes 20 là. Le 16 mai, j'aurai 20 ans. Tu as 19 ans. Tu es à la tête d'une société de minage de Bitcoin. C'est ça. Qui a déjà généré des mois jusqu'à 500 000 euros. C'est ça, sur l'ancienne offre, on faisait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sur combien de temps ? Pendant combien de temps ? C'était on va dire de janvier à juillet, on a fermé à peu près. Donc c'était sur cette période-là. Et on a vraiment connu une croissance fulgurante grâce à TikTok à l'époque. on va en reparler. Aujourd'hui, c'est plus de 7000 clients, je me suis noté. Alors, c'est ça. Alors, en fait, on a vendu un peu plus de 8000 formations. Ouais. On a fait un peu plus de 400 installations à domicile. Et là, on a vendu un peu plus de 100 machines de minage de Bitcoin. Donc, on est un peu plus de 1000 clients en tout sur toutes les offres depuis que j'ai lancé cette boîte. À 19 ans, c'est assez monstrueux pour un jeune entrepreneur comme toi. Mais justement, avant de parler de ton activité actuelle, je voudrais comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là, aujourd'hui. Okay. Comprendre un petit peu tes origines, tes débuts. Je sais que tu t'es installé il y a quelques années maintenant en Bulgarie. C'est ça. Okay. Alors j'étais en Bulgarie, maintenant je suis revenu en France. Okay. Mais j'ai vécu en Bulgarie de mes 16 ans à mes 18 ans. Okay. Après, je suis revenu en France. Pourquoi est-ce que tu es allé en Bulgarie Alors, moi, j'ai vécu à Bondy, donc dans un quartier un petit peu défavorisé. Mon père, mes deux parents travaillaient. Donc ça va, ils gagnaient plutôt, c'était correct au niveau de la vie. Et ensuite, après, mon père est passé à la retraite. Donc là, du coup, on a eu un gros changement financier. Et mes parents ont cherché un moyen de continuer à garder un pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'en France, la vie a augmenté de plus en plus. Et donc, ils ont décidé de partir dans le pays le moins cher en termes de coût de vie. Pour moi, je dis toujours que la Bulgarie, c'est le meilleur pays d'Europe rapport qualité-prix. Et donc, on est parti à mes 16 ans. Mes parents ont vendu la maison qu'on avait. On est parti en Bulgarie. Ils ont racheté un appartement là-bas. Et ensuite, après, je suis arrivé en Bulgarie. J'avais 16 ans, je connaissais personne. Enfin bref, à cette époque-là, ma vie était un petit peu... C'était une période de vie un peu compliquée. Et donc, voilà comment j'ai atterri en Bulgarie. Pourquoi on est parti en Bulgarie avec ma famille. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que tu te dis, je vais... Non. T'es parti pour des raisons assez, on va dire, économiques, personnelles. Est-ce que tu te dis, je vais me concentrer sur les études ? Est-ce qu'au contraire, les études, je m'en fous ? Alors moi, j'ai arrêté l'école en 4e. J'ai ni le brevet, ni le bac. J'ai rien du tout. Donc moi, j'étais dans une période de vie où je fumais beaucoup. Je fréquentais des gens pas super bien pour moi. J'étais vraiment pas dans une bonne période de vie. Enfin, même, il n'y a rien qui allait dans ma vie. C'était catastrophique. Donc, non, pas du tout. J'étais pas du tout là-bas en mode. J'étais là-bas, j'ai suivi en fait le chemin que je les ai suivis. À la base, je voulais pas du tout les suivre, mais je les ai suivis et voilà. Et du coup, c'était quoi un petit peu tes objectifs de vie à ce moment-là, vers 16 ans ? Franchement, à cette époque-là, j'étais dans le resell de sneakers. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ouais. J'achetais, je revendais des paires de chaussures. À l'époque, c'était plutôt facile dans ces zones-là, parce qu'il n'y avait pas autant de participants que maintenant au raffle, etc. Donc, je faisais de l'achat-revente de chaussures.
J'avais arrêté le sport qui avait drivé ma vie de mes 10 ans à mes 14 ans. Tu faisais quoi comme sport? Moi, j'étais joueur professionnel de tennis de table. Pourquoi ce sport? Franchement, aucune. Je suis tombé dedans quand j'avais 9 ans. Je suis devenu pro à 10 ans et j'ai gagné ma vie grâce à ça à 11 ans, 12 ans. Parce que le tennis de table, en fait, c'est le seul sport où tu peux gagner de l'argent très jeune. Parce qu'en fait, il y a un système de tournoi où tu as des tableaux par tranche de points. En fait, il y a un système de points. Et en fait, il y a une somme en cash à gagner quand tu gagnes le tournoi. Et moi, en fait, je suis devenu extrêmement fort. Enfin, j'étais premier de ma catégorie en France pendant assez longtemps. Enfin, j'étais meilleur joueur français sur ma catégorie. Donc, le ping-pong, ça a drivé ma vie. Je suis parti en sport-études à Metz. Après, je suis parti en sport-études à Amiens. En fait, il y a un espèce de système de sport-études qui, plus tu avances en termes de niveau, tu vois, plus tu dois souvent changer d'endroit. Donc, je suis parti à Metz, à Amiens, je suis parti à Fontenay-sous-Bois, après, je suis parti à Boulogne-Billancourt. Et après, j'ai arrêté à ce moment-là parce que j'aimais plus ça, mais parce que j'avais un petit peu. Je fumais énormément, je fumais une tonne. Je fréquentais des gens qui me tiraient vers le bas. Et donc, après, il y a la flemme qui s'est installée. Parce que je m'entraînais 4 heures par jour, non-stop. Ma vie, c'était. En fait, j'avais mes cours de 8h à 15h. Et après, c'était que ping-pong. Et ensuite, go internat. Et après, tu dormais et rebolote. Et le week-end, tournoi partout en France. Donc, après, en plus, à l'époque, j'étais sponsor. Et donc, on était tout le temps à un tournoi à Lille, un tournoi à Marseille, tous les tournois à Cognac, partout en France. Et donc, j'ai eu une vie très jeune. Ma vie, c'était ça, tout le temps. Et je voyais quasiment pas mes parents, des jeunes. Mais tu vois, très jeune, du coup, l'argent faisait quand même partie un petit peu de bien sûr, ton univers. Ouais, carrément. C'était un vrai sujet pour toi. Carrément. Alors, non. Alors, justement, en fait, là où j'ai commencé à être dégoûté du ping-pong à l'époque, c'était quand l'argent est devenu un sujet. Parce qu'en fait, à la base, c'était pas du tout un sujet. Genre, je gagnais de l'argent, mais je m'en foutais. Je m'achetais n'importe quoi avec, etc. Enfin, vraiment, j'en avais vraiment rien à foutre. Et c'est devenu quand l'argent est devenu une motivation et que c'était plus la passion, justement, ça a pas tenu dans le temps. Et j'ai pris 6 mois à accepter que je voulais arrêter le ping-pong. Et t'as quand même eu un comportement assez obsessionnel avec le ping-pong. Ouais, carrément. Carrément. C'était toute ma vie. Ça a drivé ma vie entière. C'était que ça. J'avais pas du tout la vie banale d'un gamin de 12 ans. Mais ça, c'était toute ma vie. Je sais pas ce que t'en penses, mais la plupart des entrepreneurs que je rencontre, ou du moins les entrepreneurs que je considère à succès, ils ont en général un comportement assez obsessionnel avec des éléments dans leur vie, que ce soit le travail, le sport. En général, la vie perso, elle est un petit peu mise de côté. Je sais pas si c'est quelque chose que toi t'observes aussi dans les entrepreneurs. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, je te rejoins totalement sur ce point-là. Tu vois, il y a un exemple que je prends souvent et qui me vient souvent en tête, c'est MrBeast, que tu connais probablement. Je connais. Où vraiment, il a donné des interviews où il expliquait que lui, Après, je l'ai pas trop suivi, mais vas-y, je te laisse m'expliquer. En gros, tu connais, youtubeur numéro 1, il a plus de 100 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un businessman en plus d'être un créateur de contenu. Et lui-même dit que quand il fait ses recrutements, un des éléments principaux qu'il regarde chez les personnes qu'il veut recruter, c'est est-ce qu'il peut avoir un comportement obsessionnel. Et dit comme ça peut paraître négatif, tu vois, de se dire, mais attends, comportement obsessionnel, le type il va vriller ou autre. Mais en fait, je pense que dans l'économie actuelle et quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer, tu as besoin d'avoir un comportement obsessionnel pour te concentrer sur les petits détails, te donner à 200%, je suis totalement d'accord avec toi. faire les extra hours. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que même autour de moi, comme tu l'as dit, tous les gens que je connais qui ont des boîtes qui ont plutôt bien marché, au début en tout cas de leur boîte, avant qu'ils délèguent tout, la boîte elle est bien partie de leur pensée dans toute la nuit tu penses, tu dors pas, t'es là toute la journée, chaque action en fait, même t'arrives même pas à avoir de moment social en fait, tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, en fait, t'es en train de penser à ton truc, à ton projet, là où tu veux aller. À chaque fois que tu vois des connexions partout, et en fait, tu deviens, c'est ça en fait, obsessionnel, et tu deviens limite fou en fait, et passionné par ce que tu fais.
Et Oussama, il disait souvent une phrase qui est assez impactante, je trouve, c'est que il disait quoi? Il disait que le chemin le plus rapide vers le travail, c'est la passion. Et je trouve que c'est totalement vrai. Enfin, quand t'es pas passionné, c'est très compliqué de te forcer à travailler, alors que quand t'es passionné, justement, c'est là où tu as un comportement obsessionnel. J'ai toujours pas le mot. Ah mais tu vois, je pense que la frontière entre la passion et l'obsession, elle est très fine. Ouais, bah elle n'existe pas. Pour moi, elle est vraiment, c'est vraiment une sous-couche transparente. Ouais, bah tu vois, même moi, quand j'ai commencé un petit peu par exemple, à écrire du contenu sur LinkedIn, tu sais, on dit tout le temps, quand tu te renseignes un petit peu sur les gros créateurs, ils disent tout le temps prenez des notes tout le temps. Dès que vous avez des idées ou vous pensez à quelque chose, prenez des notes. Et je trouve que ça devient insidieux et ça prend une part prédominante dans ta vie très rapidement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ok, c'est de la passion, mais qui est beaucoup plus proche de l'obsession. Ouais, carrément. Et vraiment, je me suis retrouvé un nombre de fois incalculable à sortir de la douche pour prendre une note dans mon tel, où genre je suis en train de m'endormir le soir, et pareil, je prends mon téléphone pour genre noter une idée de post ou une idée de truc qui me vient à l'esprit. Et derrière, je trouve que c'est pesant. Mais en même temps, tu te dis, si tu fais pas ça, tu vas plus t'en vouloir qu'autre chose. Ouais, c'est totalement vrai. Totalement vrai. Et tu vois, moi, quand j'ai commencé ma boîte, moi, j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Et j'étais profondément passionné par le système du minage global. Je me suis passionné par ça juste avant. Et je pense que, c'est ce que j'étais à Nice, je discutais de ça avec un pote la dernière fois. Et je pense vraiment que ma boîte a marché parce que j'étais passionné par ce que je faisais et que j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage, tu vois. Et que je savais tout, je connais encore aujourd'hui, je connais parfaitement mon domaine. Et je pense que je pense que le principal succès, il vient de là, c'est que j'étais vraiment passionné par ce domaine-là, en fait. Qu'est-ce qui te passionnait, toi, dans les cryptos? En fait, quand est-ce que tu as découvert ça? Alors moi, je suis pas passionné par les cryptos en elles-mêmes. Moi, je suis plus passionné par le minage de crypto-monnaies. Okay. En fait, je trouve ça exceptionnel d'avoir une machine que tu branches et la machine, elle te coûte 1 en électricité, elle te rapporte 2. Et je trouve que ce système-là, même le système qu'il y a derrière, après les cryptos, c'est extrêmement intéressant, etc. Mais je suis plus passionné par le système informatique du minage que des cryptos en elles-mêmes. Et c'est ça en vrai je trouve ça fabuleux d'aujourd'hui d'avoir une machine qui peut te rapporter de l'argent, en fait. Je trouve ça ouf. Et au début, c'était ça qui m'a vraiment passionné. C'est quoi d'ailleurs, on peut venir un petit peu sur le minage de crypto. Du coup, moi je parle à la fois de ton parcours entrepreneurial, mais on peut aussi parler côté investissement. C'est vrai que le minage de crypto, j'en ai jamais parlé dans le podcast. J'ai déjà parlé de crypto-monnaie, on a déjà parlé trading, mais en quoi ça consiste déjà pour celles et ceux qui connaissent rien, tu vois, en 2 phrases, comment est-ce que tu expliquerais le minage de crypto? Alors en fait, le minage de crypto-monnaie, c'est des machines qui sont destinées à sortir une puissance de calcul. Donc il y a des machines qui sont plus ou moins puissantes. Et avec cette puissance de calcul-là, elles vont sécuriser un réseau. Par exemple, sur Bitcoin, elles sécurisent le réseau Bitcoin, elles vont valider des blocs. Et pour ce travail-là, elles vont être récompensées. Donc la machine, la rentabilité d'une machine, elle est jugée tout simplement par rapport au coût qu'elle coûte en électricité, parce que cette machine, il faut la faire fonctionner. Donc tu reçois une facture d'électricité à la fin du mois. Et tu reçois tes bitcoins. Tes bitcoins arrivent sur un pool et ensuite le pool te paye sur un wallet. Et le but du jeu, c'est de sortir plus de crypto que ce que tu payes en euros. Et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui notre offre, maintenant on mine à l'étranger pour payer notre électricité bien moins cher qu'en France, etc. Okay, voilà, tout simplement en 2 phrases, le minage de crypto-monnaie c'est assez simple. Moi je dis souvent, je prends souvent cet exemple-là. Le minage de crypto, c'est comme la blockchain, c'est comme la Société Générale. Dans cette Société Générale, tu as des personnes qui vont valider des virements. Ces personnes-là qui vont valider des virements, je dis que c'est les mineurs. Et tu as nous qui faisons des virements sur l'application Société Générale. Et ça, c'est les acheteurs-vendeurs de Bitcoin sur le réseau. Et donc, en fait, la blockchain dit voilà, la Société Générale dit voilà, nous, on a besoin de personnel. Et à chaque transaction que vous validez avec vos coéquipiers, vous allez toucher X salaire. Donc, il n'y a pas de limite de salaire. Vous pouvez en toucher autant que vous voulez. Plus vous avez d'employés, si vous voulez, là où je prends l'employé, c'est la puissance de calcul, plus vous allez gagner. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite de salaire.
Et vous venez avec... et donc moi, je prends souvent cet exemple-là pour imager le minage en fait, dans la vraie vie. Ouais, donc si j'ai bien compris, c'est des ordinateurs qui valident les transactions sur un réseau, sur une blockchain, exemple la blockchain Bitcoin. C'est ça. Et pour assurer la sécurité, dire bah voilà, je valide telle et telle transaction. Exactement. En fait, voilà, exactement. En fait, ça valide des blocs. Et à chaque bloc, aujourd'hui, la récompense c'est 6,25 bitcoins. Mais ces 6,25 bitcoins sont divisés à travers toutes les personnes qui ont aidé à miner ce bloc-là, en fait, tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, plus il y a de mineurs, plus la récompense est petite. Voilà, exactement. Et moins il y en a, plus la récompense est élevée. Exactement. Et par exemple, en ce moment, c'est ce qui se passe. On a la plus grosse société de mining qui s'appelle Core Scientific, qui est au Texas. Cette société-là, bon là, elle a été un petit peu aidée par BlackRock, je crois, mais je crois qu'elle a déposé bilan. Et si un jour, par exemple, cette société-là est amenée à éteindre ses machines, aujourd'hui, ça représente 10% du hash rate global de Bitcoin. C'est 130 000 machines en gestion. Core Scientific, c'est énorme. Je crois que c'est à 4 sites. Enfin, c'est monstrueux. Et si un jour ces machines sont éteintes, en fait, tous les mineurs du monde entier vont théoriquement gagner 10% de plus de Bitcoin à chaque fois qu'ils vont miner. J'avais vu que Biden voulait peut-être interdire le stacking d'Ethereum. Alors ça, j'ai pas du tout vu cette news. T'avais pas vu ? Non, j'ai pas vu. Ok, bah je sais pas si ça pouvait avoir un impact. Le stacking d'Ethereum ? Ouais. Non, non, parce que là, on mine du Bitcoin, c'est pas du tout la même chose. Ok, donc il peut y avoir aucun impact. Aucun impact, c'est deux choses différentes. Ok. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, ça rapporte combien ? Alors, je parle autant pour d'un point de vue donc toi, la société, que pour le particulier qui derrière achète sa machine. Alors, aujourd'hui, si tu t'achètes ta machine et que tu la branches chez toi et que tu es le domicilié en Europe, imaginons en France, prends l'exemple de la France, aujourd'hui c'est 0,20 le kilowatt, 0,19. EDF, ils vont t'envoyer une facture de 400 d'électricité, tu vas miner 200 euros de Bitcoin. Enfin, façon de parler, pour te dire qu'en gros, tu n'es pas rentable. Donc, le but du jeu, c'est d'aller chercher l'électricité pas chère. Et donc, je peux prendre l'exemple de ma société à moi. Chez nous, je vous fais le calcul assez rapidement. Aujourd'hui, avec un cours actuel du Bitcoin, ça vacille entre 20 et 22 000 euros à peu près. On sort en net 20% des ROI par an, en net. Donc électricité déduite. Pourquoi on arrive à sortir cette rentabilité-là ? Parce que nous, nos machines sont localisées à Abu Dhabi. Donc on a des conteneurs dans lesquels on loge les machines. Et ces conteneurs-là, en fait, on permet de bénéficier à nos clients d'une électricité à 0,07 centimes du kilowatt. Donc ce qui est 2 à 3 fois inférieur que les pays, la plupart des pays. Comment ils arrivent à avoir cette électricité bon marché ? Alors, tout simplement parce qu'en fait, notre partenaire, moi je suis un petit peu mon business model, notre partenaire est émirati, ce qui fait qu'il a une préférence sur le tarif d'électricité. Donc lui, son business model, parce que en fait, les personnes sur place, il faut bien les payer, il faut acheter les conteneurs, il faut payer les personnes qui vont faire de la maintenance, etc. Et donc lui, son business model, il repose sur la marge qu'il prend sur l'électricité. Donc lui, il achète l'électricité 0,03, il nous la revend à nous 0,07. Donc toutes les personnes, c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à proposer un minage sans frais. Parce que je sais un petit peu notre business model aujourd'hui. Lui, il fait une marge sur l'électricité sur nous. Avec cette marge-là, il arrive à payer tout le monde. Donc l'achat des conteneurs, l'achat de tout le matériel, parce que brancher une machine, c'est pas si simple. Ça demande des gros transfos, ça demande des énormes étagères, de l'espace, un système de refroidissement excellent. Donc, et des personnes aussi sur place tout le temps pour assurer la maintenance des machines, un centre de maintenance, un centre de réparation. Donc lui, notre partenaire, il prend son argent comme ça. Et du coup, nous, on arrive à proposer, du coup, on revend l'électricité au même prix, à 0,07. Ça reste extrêmement peu cher. Et donc, on est la seule société aujourd'hui, je peux le dire, je dis pas de conneries, qui propose un minage sans frais. Parce qu'aujourd'hui, le business model des sociétés de mining, c'est pas du tout la même chose. Eux, ils vont te prendre sur ta production de Bitcoin. Donc, ils vont te prendre entre 10 et 30% de ta production de tes jetons. Et donc, nous, on arrive à proposer un business model, un mining sans frais, dû à ce business model et une électricité si peu chère, en fait, à la finale, avec ce système-là. Donc, en fait, toi, ta société touche sur la vente de la machine. Exactement. L'installation aussi ? Alors nous, on comprend package, tout. Il y a un package, tu payes un prix, tu as un prix de la machine, aujourd'hui c'est 6 000 euros la machine. Ouais. Donc elle est légèrement au-dessus que le prix du machine, mais en fait ce que tu payes c'est surtout un hébergement pendant toute la durée de vie de la machine. Nous on ne prend aucun frais sur les jetons, tu vas recevoir l'entièreté des bitcoins. La chose que tu vas payer c'est ton électricité à 0,07 chaque mois et tu pourras la payer en plus avec les bitcoins que tu auras minés
directement. Du coup, tes clients, ils reçoivent leur rendement sur un wallet? Voilà, en fait, c'est eux qui gèrent leurs fonds entièrement. Donc, ils ont une app qui s'appelle VIA BTC. C'est ce qu'on appelle un pool de mining. Ces fonds-là, donc c'est eux qui gèrent entièrement leurs fonds. Nous, on gère juste leur machine. Si un jour on débranche la machine, eux, ils vont recevoir une alerte comme quoi on a débranché la machine. Donc, ils savent exactement ce qu'on fait avec leur machine. On connecte la machine à leur compte. Et après, eux, ils ont une vision sur tout. Donc, ils ont une application avec le nombre de machines en fonctionnement en temps réel, le nombre de BTC minés en temps réel, la puissance de calcul, etc. Et donc, sur cette même app, ils ont une possibilité de retirer leur argent vers un wallet. Et ensuite, ils se retirent les fonds. Nous, on leur envoie une facture d'électricité qui correspond au montant. Ça, c'est un montant fixe tous les mois. Et ensuite, ils peuvent payer en bitcoin, ils peuvent payer en euros, ils peuvent payer de la façon dont ils souhaitent. Et donc voilà, tout simplement. J'imagine, tu vois, moi, alors j'ai pas investi dans le minage de bitcoin aujourd'hui, mais si je devais le faire, une de mes craintes principales, alors je trouve ça super d'avoir accès à une électricité bon marché, mais d'avoir des machines, j'exagère, à l'autre bout du monde, j'aurais des craintes sur la sécurité, la protection des machines. Voilà, alors justement, en parlant de sécurité, nous, quand on a lancé cette offre, on n'était pas situé à Abu Dhabi. On était d'abord situé en Afrique, parce que j'ai rencontré un partenaire qui était super, et qui avait un projet écologique, avec du minage en barrage hydro, etc. Et justement, en fait, ça, c'est un argument. En fait, je vais expliquer un petit peu. Le lancement de cette offre-là n'a pas marché. La vérité, c'est qu'elle n'a pas marché. Au début, avant que je passe sur ce partenaire Abu Dhabi, exactement, j'étais sur un autre partenaire. Et en fait, tout simplement parce que les gens ne voulaient pas investir. Les machines étaient logées au Congo. Et en fait, c'est exactement la même chose que tu me dis aujourd'hui. Le minage, c'est pas que une question de prix d'électricité. L'endroit où tu vas miner va être extrêmement important. Qui dit électricité pas chère dit souvent pays en sous-développement. Qui dit en pays sous-développement dit souvent pays en insécurité. Et donc, brancher des millions d'euros de machines dans des pays où c'est le plus armé qui gagne, c'est compliqué de monter un business stable. Donc c'est pour ça que notamment les Émirats Arabes Unis aujourd'hui c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde. Enfin là-bas tu laisses ton téléphone en plein Dubai Mall, je peux t'assurer que ton téléphone 72 heures après soit il est encore là, soit il est parti au centre pour aller que tu ailles récupérer. Enfin il y a une sécurité exceptionnelle. Et donc c'est notamment pour ça qu'on a switch et depuis tout se passe bien. Ouais. Les clients tu as la possibilité, quand tu es client chez nous, tu as la possibilité de venir voir le site quand tu as envie, si un jour tu es dans le coin ou quoi. Tu as la possibilité de récupérer ta machine quand tu le souhaites. Donc si un jour demain, je sais pas, tu veux récupérer ta machine pour X raison, tu nous envoies un petit message, tu nous dis voilà. Et vous pouvez shipper la machine. Voilà, tu nous envoies une adresse et on ship la machine, donc à l'adresse que tu le souhaites. On est en train de développer une plateforme pour que nos clients puissent cash out, donc revendre leur machine, parce qu'en fait, il y a de la spéculation aussi sur la machine. Parce qu'aujourd'hui, une machine, c'est 6 000 euros. Mais quand le Bitcoin était à 60-65 000, la machine, c'était 18 000 euros, à peu près. Entre 15 et 20 000 euros. Offre et la demande. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Et donc il y a une spéculation aussi sur la valeur de la machine en elle-même. Et donc, on va d'abord monter, je pense, un premier système où on va juste s'occuper de la vente de la machine. Donc, on va prendre des petits frais et on va s'occuper entièrement de la vente, donc de trouver l'acheteur, etc. Et ensuite, par la suite, quand on aura, parce que cette boîte, je veux vraiment l'emmener loin, quand on aura beaucoup de clients, on va monter notre propre marketplace en interne où ceux qui ne veulent pas rentrer au prix d'achat en neuf chez nous pourront acheter les machines de nos anciens clients qui sont déjà branchés. Donc, bien évidemment, elles seront légèrement moins chères ou plus en fonction du moment, en fait, en fonction de combien est le cours du Bitcoin. Et donc voilà. Aujourd'hui, tu proposes un rendement, j'ai entendu un ROI à 20% avec un Bitcoin entre 20 et 22 000. Ouais, c'est ça à peu près. Quid de demain si jamais le Bitcoin il passe à... Alors, il peut retourner aux 60 000, aux 50 000 où il était, mais à combien ça va... Si jamais, je sais pas, on atteint un Bitcoin à 100 000, tu atteins des ROI à combien ? 200% par an. Donc, avec une machine à 6 000 euros, je suppose, avec l'offre et la demande, elle va coûter plus que 6 000. Évidemment. Mais si tu achètes aujourd'hui et que le Bitcoin monte, tu as 200% d'ROI par an, théoriquement. À 100K. À 100K, voilà. Ça fait réfléchir, mais tu vois, alors 6 000 euros au prix actuel, c'est une somme, même si ça reste, on va dire, raisonnable par rapport au rendement que tu peux obtenir derrière, même s'il y a un risque, etc.
c'est quoi le profil de tes clients? C'est des particuliers, des professionnels, c'est des gros patrimoines, des petits patrimoines? Je vais te dire le profil type de nos clients. En fait, aujourd'hui, quand tu achètes du matériel de minage, ce que tu achètes au nom de, théoriquement, c'est du matériel informatique. Et aujourd'hui, toutes les sociétés du monde peuvent acheter du matériel informatique. Ce n'est pas vraiment un investissement, c'est du matériel informatique. Ce que tu achètes vraiment, c'est du matériel informatique. Et donc, notre profil type, c'est un entrepreneur qui a une boîte qui génère du cash. Il a envie de sortir des bénéfices de fin d'année tout en investissant. Et c'est souvent là, ces profils-là qui viennent nous voir pour investir. C'est des gens qui ont déjà investi un petit peu partout, qui ont déjà placé leur argent dans de l'immobilier, qui ont déjà passé leur argent dans de la crypto, qui ont déjà... Et en fait, le minage vient en investissement alternatif, parce qu'en fait, ils veulent avoir une large gamme d'investissements. En fait, moi, je suis le profil type de ma propre offre, en fait. Bon, je suis un peu trop jeune, c'est un peu plus vieux, entre 30 et 60 ans à peu près. C'est large. Ouais. Donc voilà à peu près le profil type aujourd'hui des personnes qui nous achètent des machines. Ok, donc c'est plutôt des professionnels qui cherchent à liquider leur trésorerie. Ouais, après ça arrive qu'il y ait des CDI qui gagnent très bien leur vie. Il y en a, mais principalement, c'est la première personne que je viens de te citer. Ouais, donc c'est vraiment plus des sociétés qui voudraient investir, diversification de patrimoine. C'est ça, en fait. Non, c'est plutôt des chefs d'entreprise. Ouais. Tu vois, c'est pas des énormes sociétés, tu vois, qui vont investir dans ce genre de trucs. C'est des chefs d'entreprise qui ont des boîtes qui génèrent du cash et qui font du bénéfice à la fin de l'année et qui veulent sortir le moins de bénéfices possible pour payer le moins d'impôts possible, tout simplement. Comment tu avais fait pour te lancer à l'époque? Alors, on retourne un petit peu en arrière. Quand tu t'étais lancé, donc tu me disais au début, tu avais commencé avec du resell de sneakers. C'est ça. Ok. L'objectif derrière, déjà, qu'est-ce qui te motivait à faire ça? L'argent. Surtout, parce que mes parents, j'avais une période de vie un petit peu compliquée, mes parents ne me passaient vraiment pas 1 euro. Et donc, je devais, pour assurer mon train de vie qui était... je devais faire un petit peu d'argent. Et donc voilà pourquoi j'ai fait du resell de sneakers. Et après, quand je suis arrivé en Bulgarie, j'ai fait d'autres choses, j'ai tenté d'autres choses qui n'ont pas marché. J'avais essayé d'ouvrir En France, il y a des camions de nuit, je sais pas si tu connais un petit peu sur Paris, quand t'as faim, genre à 4h du matin. Ça s'appelait Burger Night, tu vois, Full Night. Full Night, ouais, il y en a plein, tu vois, il y en a plein. Et je me suis dit, trop bien, ça n'existe pas en Bulgarie et tout, je vais essayer de répliquer le concept et tout. Et je m'étais lancé un truc qui s'appelait Night Food, ouais, c'était ça, Night Food, il y a encore le Instagram et tout. Et bon, un ami me prêtait sa cuisine la nuit et tout. Bref, ça a fait 0 vente, enfin bref, c'était catastrophique. Ok. À cause de quoi, tu penses? C'est juste j'avais pas de clients, j'arrivais pas à toucher des Bulgares. J'avais posté des pancartes dans la rue. J'avais passé toute la nuit à poster des pancartes dans la rue. Le lendemain, ils m'avaient tout enlevé. Ah ouais, parce que c'était publicité illégale, quoi. Carrément. Carrément. Et donc bref, ça a énorme flop. Après, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais lancé, je m'étais très très intéressé et même passionné par la vidéo, le montage vidéo, l'écriture de scénarios, etc. Donc j'avais tourné un premier court-métrage à l'époque. Je pensais qu'il allait m'emmener au summum du cinéma français, pas du tout. Alors, t'as tourné un court-métrage? Ouais, avec mes amis. J'avais acheté une petite caméra à l'époque, ça s'appelait l'Osmo Pocket de mémoire. Okay. Et j'ai regroupé du monde à l'époque et autour de moi en Bulgarie. Et on avait tourné, c'était catastrophique, hein, mais à l'époque, moi j'étais très content de ce truc-là. Et donc après, j'en ai tourné un deuxième qui était plus quali, plus long, c'était un moyen métrage. Et après, j'ai commencé à tourner des clips de rap pour des rappeurs bulgares. Donc je gagnais que dalle, hein, je gagnais 25 € par clip, tu vois. Mais attends, mais c'est une part de ta vie que je connaissais pas du tout. Alors que tu vois, en préparant l'épisode, j'avais un petit peu regardé tes Non, ça j'en parle. Non, mais j'ai tenté plein de trucs, tu vois. Après, je me suis lancé dans le drone FPV, je sais pas si tu connais ou pas. Ouais. Donc je montais mes propres drones. Après, je montais des clients m'envoyaient leurs pièces, je montais leurs drones et je leur envoyais. Et donc je prenais 90 € par drone monté, mais ça me prenait un temps fou, c'était extrêmement complexe. Et donc ouais, j'ai testé pas mal de choses. Le drone FPV, je pense que si j'aurais continué, j'aurais pu gagner un petit peu d'argent parce que c'est des prestations qui se vendent à cher. Moi, c'était ça un petit peu l'objectif. Sauf que bon, à la finale, il y a le minage qui m'a dérivé parce qu'en fait, comment j'en suis arrivé à me lancer dans le minage de crypto-monnaie. Ouais. Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans et mes parents avaient un ami qui s'appelait Paul.
Et donc un jour, il est venu à la maison et il est venu un petit peu dans ma chambre. Et moi, j'avais 17 ans et ma chambre était remplie de... Il y avait des caméras par-ci, il y avait des drones, j'avais plein de projets à droite, à gauche. Et c'était un peu une chambre de geek, un peu, je sais pas si tu vois, tu vois, il y avait une espèce d'univers, tu vois, des écritures partout. Dès que j'avais une pensée, j'écrivais sur une feuille et tout. C'est le laboratoire. Ouais, voilà, le laboratoire, tu vois, le laboratoire de Kylian Khalifa, tu vois. Ouais. Et donc, il est rentré dans cette chambre et directement, il a senti que j'étais un petit peu différent des jeunes de mon âge, etc. Et donc, il s'est intéressé un petit peu à moi. Et moi, j'étais très content parce que Paul, c'est quelqu'un qui avait un haut bureau à l'époque. Je sais pas si tu vois la chaîne de restaurants. Il avait un haut bureau, il a revendu le fonds de commerce pour plusieurs millions d'euros et il s'est barré en Bulgarie avec sa famille. Donc moi, c'était la première personne un petit peu aisée qui s'intéressait à moi et tout. Genre, entrepreneur aussi. Entrepreneur et tout, j'étais là en mode ouais et tout. Et donc, on a lié un lien d'amitié très fort. Et ensuite, il m'a présenté un petit peu ce qu'il faisait. Il était mineur de crypto. Il avait investi 100 000 euros dans une ferme de minage. Et donc, au fur et à mesure du temps, moi, je passais toute ma journée avec lui. Et donc, je suis rentré dans cette ferme. J'étais impressionné, j'ai vu des machines partout. Il m'a tout présenté. Au début, je comprenais rien du tout. Et donc, à ce moment-là, j'allais vers mes 18. Et donc, je passais vraiment... il passait plus de temps avec moi qu'avec ses enfants. Donc, on avait vraiment loué une espèce de relation mentorée, tu vois. Et donc, à un moment, il est parti en France. Et donc, il fallait faire la maintenance de ces machines-là. Et comme je m'y connaissais un tout petit peu, mais genre vraiment parce que j'avais passé du temps avec lui, je l'ai accompagné sur... Je l'ai acheté des machines dans sa ferme, faire des réparations avec lui. Enfin, je l'ai vraiment... toute la journée, on était ensemble. Et en Bulgarie. Et à un moment, il est parti en France et il m'a dit j'ai personne pour faire la maintenance des machines. Est-ce que t'es partant? Et ça, j'ai expliqué dans un post justement. J'avais pris une photo de moi des caméras de surveillance et j'avais dit en fait, j'étais partant. J'ai fait totalement ce travail gratuitement, donc j'ai demandé aucune rémunération, etc. Donc il est parti en France, il m'a laissé les clés de la ferme. Donc confiance, déjà, j'étais honoré, etc. à l'époque. C'est quand même beaucoup d'argent. Enfin, même s'il savait que j'étais là, quand même, il me laisse les clés de cet appartement. Et donc, c'était parti. À chaque fois qu'il y avait un problème, il m'envoyait un message. Et moi, j'y allais. J'étais toute la journée là-bas, en fait. Et donc, en fait, le problème, c'est que j'y connaissais pas grand-chose, en fait. Hein. La réalité, dans les faits, c'est que je voyais grosso modo ce que c'était. Mais donc, en fait, en un mois, j'ai tabassé YouTube. Et j'ai tout appris sur le sujet. Du coup, je touchais. À chaque fois, je comprenais pas un truc. Et en fait, je dis souvent, une action vaudra toujours mieux que 1000 réflexions. Et je touchais avec mes mains, je réparais les trucs. Des fois, j'y arrivais pas. Ça me rendait ouf. En plus, il faisait extrêmement chaud. C'était complexe comme boulot pour moi à l'époque. Et donc, je suis ressorti de ce truc-là. Et j'étais vraiment un pro du minage. Tu vois, je connaissais beaucoup de choses. Je savais monter un rig, etc. Comportement obsessionnel. Voilà, exactement, comportement obsessionnel, c'est exactement ce que tu disais. Et donc, après, je suis sorti de ce truc-là. Donc, il est revenu, etc. Et donc, après, c'est moi je savais beaucoup de choses. Et donc, voilà comment j'en suis. Ah oui, j'ai pas fini. Donc, après ça, j'ai investi moi-même dans des machines. Ouais. De minage que j'ai logé dans ma chambre à l'époque, chez mes parents. Ils devaient être contents pour la facture d'électricité. C'est eux, ils m'offraient l'électricité. Merci papa, maman. Ils m'offraient l'électricité, mais en Bulgarie, c'était pas très cher. Hein. C'était 0,12. C'était pas la France. Et donc, et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok. Je voyais quand tu vois, je filmais les fermes, etc. Et je voyais que les gens autour de moi, ils étaient vachement intéressés par tout ça. Mais j'avais un petit cercle, hein, je connaissais vraiment pas beaucoup de monde, j'avais aucun réseau, etc. Et je me suis dit, ok, je vais faire une formation pour apprendre aux gens à monter leur propre rig de minage tout seul, en fait, ce que j'avais appris. Rig de minage, c'est les machines. Voilà, les machines, exactement. Un rig, c'est pas comme un ASIC, c'est pour miner tout ce qui est Bitcoin, etc. Et un rig, c'était pour miner de l'Ether à l'époque. Mm-hmm. Et donc, j'ai monté cette formation-là. Donc, je l'ai fait en 3 jours top chrono sur un Word rempli de fautes d'orthographe. D'ailleurs, je fais toujours un petit peu de fautes d'orthographe. Rempli de fautes d'orthographe. Mais je savais pas à qui vendre cette formation, moi, à l'époque. Pas du tout. J'avais personne autour de moi. Je connaissais vraiment pas beaucoup de monde.
Et j'ai, à ce moment-là, mis toutes mes économies que j'avais dans un site web. Donc, je monte le site web de formation, machin. Je fais design un peu la formation parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit sur un fichier blanc, un Word basique. Donc, je la fais un petit peu design, tout, je corrige un petit peu les fautes, machin. Et donc là, j'ai un site web avec une formation, mais je ne sais pas à qui vendre ce machin. Donc là, je me dis, ok, je vais partager un petit peu mon quotidien de mineur de crypto, d'être dans une ferme, etc. Donc j'ouvre un TikTok à l'époque, qui s'appelle Mining Corporation. Et ce TikTok, aujourd'hui, je peux le dire, a changé ma vie, je pense, pour toujours, si je suis pas trop con. Si je suis pas trop le con avec les sous que j'ai. Donc je prends une première vidéo où j'explique, je me rappelle même plus c'était quoi la vidéo. Donc j'ouvre le compte à 14h, je sors la vidéo à 15h, et en 24 heures, la vidéo elle avait fait 700 000 vues. Donc c'est un vrai buzz, quoi. Là. Ah ouais, non mais après c'était carrément ouf. Et donc après j'ai sorti ma formation 3 vidéos après. Et le premier jour de ma formation, j'ai fait 900 €. Et donc là, là, pour moi, c'était un truc de malade mental. Mais à l'époque, je t'en parle. Tu vois, aujourd'hui, bon, c'est beaucoup d'argent, 900 € une journée. Mais à l'époque, même dans la famille avec mes parents, etc., c'était vraiment un truc de ouf. Tu vois, genre vraiment, il y avait les notifications Shopify. J'avais vendu 9 formations à 100 balles. Et j'étais vraiment, mais pour moi, c'était un film. Genre, j'ai gagné 900 € en une journée. Genre, je sais pas si t'imagines, mais vraiment, et c'était un truc de fou. Et je me suis dit, je vais jamais le répéter le lendemain, en fait. Et en fait, ça a continué comme ça. Et donc, premier mois, j'ai fait 11 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, déjà, premier mois où j'ouvre ma boîte, je vends cette formation, je fais 11 000 € de chiffre d'affaires. D'ailleurs, on peut retrouver des posts sur moi de Facebook, sur des groupes d'e-commerce, etc., pour comprendre un peu comment améliorer mon site ou quoi, tu vois. Je dis, ouais, j'ai fait 11 000 € de CA, je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'ai créé un TikTok et tout. Et je fais 11 000 € de chiffre d'affaires. Et là, dans ma tête, j'ai 18 ans à peine. Je viens d'avoir 18 ans, je viens de gagner 11 000 € en mois. Et dans ma tête, je suis en train d'exploser mon crâne en deux. Normal. Avec mes parents et tout, genre mes parents toujours, alors t'as gagné combien aujourd'hui et tout. Tout le monde est comme des oufs dans la famille. Tu sais, il y avait une énergie de fou. Et là, je me dis, mais je vais jamais répéter ça le deuxième mois. Le deuxième mois, je fais 30 000. Et le deuxième mois, je me dis, je vais jamais répéter ça le troisième mois. Le troisième mois, je fais 100 000. Et donc là, en fait, tu vrilles. Je viens de gagner 100 000 € en un mois. J'ai 18 ans, j'ai ouvert ma boîte il y a 3 mois. Dans ma tête, je suis en train. Et les sensations du début, cette explosion, parce qu'en fait, bien évidemment, je faisais des vidéos TikTok. Il y a le compte TikTok qui a carrément explosé, le compte Insta qui a explosé, tout explose en même temps, en fait. Et j'étais vraiment. Les premières sensations du début, je payerais pour les revivre. Vraiment, je payerais une somme et je payerais beaucoup d'argent pour revivre les premières sensations du début. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu. L'humain s'habitue. Et aujourd'hui, je me suis habitué à tout ça. Mais les premières sensations du début, quand vraiment tu passes de. Mes parents, ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois. Et 3 mois plus tard, je viens de faire 100 000 € en un mois. Dans ma tête, j'étais vraiment. C'était ouf, tu vois. C'était vraiment ouf. Et là, du coup, ma vie, elle a carrément changé. Et donc, après, ce qui s'est passé. C'est que donc il y avait plein de gens qui dans les formations qui explosaient, etc. Il y avait plein de gens qui avaient, je me suis rendu compte, une nouvelle population, c'est les gens qui avaient la flemme de se former, qui voulaient un truc clé en main. Et donc moi je voulais pas du tout se lancer ce truc parce que moi j'adorais le business de la formation. Clairement, le business de la formation, quand t'es un flemmard et que tu veux faire beaucoup d'argent, c'est le meilleur business du monde. T'as 100% de marge, le truc qui s'en va automatiquement, t'as rien à faire. Enfin, c'est vraiment le meilleur business du monde en vrai. Quand tu commences, tu vois. Quand tu commences, c'est vraiment le meilleur business du monde, tu vois. Et donc, moi, j'avais pas du tout envie de me casser la tête à faire un truc clé en main. Genre, les gens, ils voulaient pas être formés, ils voulaient un rig de minage chez eux et tout, les livraisons et tout. J'avais pas envie de m'occuper de vendre du matériel et tout. J'avais pas envie de m'occuper de ça. Donc, les gens, ils me demandaient ça, je calculais même pas ça en DM, etc. Et un jour, je suis à Montmartre, chez un ami. Donc lui, je l'ai fait pour lui. Donc lui, il avait envie d'investir dans le minage. Il a acheté son rig avec moi et je lui ai monté son rig. Donc théoriquement, c'est mon premier client sur la vente de machines. C'était un pote, quoi. Ouais, c'était un pote. Non, c'était le frère d'un pote. Et donc je suis chez lui, je suis en train de lui monter son rig, etc. Et je vois quand même qu'il s'intéresse pas mal à la machine, etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il s'intéresse... il s'intéresse beaucoup, tu vois, il commence à toucher avec moi, il commence à essayer de comprendre, etc. Je vois qu'il est vraiment intéressé par le machin, en plus avant d'être
d'être un client. Enfin, moi, je voyais pas ça comme ça à l'époque. C'était un pote, quoi. Ouais, c'était un pote, voilà, exactement. Moi, je l'aidais, je lui ai trouvé du matériel, etc. Et à cette époque-là, j'étais à Montmartre et je prends une story Instagram à Montmartre. Pour montrer que tu fais l'installation chez quelqu'un. Voilà, exactement, voilà, tout simplement. Donc là, je reçois un message. Grosso modo, c'était j'arrive pas à monter mon rig, machin, je suis juste à côté. Je te paye 2 000 € et tu viens installer. Donc là, j'y vais avec, du coup, il s'appelait Victor. J'y vais, donc lui, je monte le rig. Et là, il me passe 2 000 € en cash. Là, je viens de prendre 2 000 € en 1 heure. Là, je regarde Victor et tout. Je dis, il y a un truc à faire, frère. Il y a un truc à faire là. Attends, je viens de prendre 2 000 €, genre en 1 heure. On n'est pas obligé de le. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en Bulgarie. Et là, je me disais, ok, je vais lancer un nouveau truc. Et donc, j'ai lancé le premier service d'installation de machines de minage à domicile, clé en main. Et donc, Victor a été mon premier client. Et à la finale, c'est devenu la personne qui a eu le plus de responsabilités dans cette boîte à la finale. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait. Je lui dis, ok, toi, tu vas faire les installations. Je te paye par installation faite. Et on voit ce que ça donne. Et donc, c'est ça vraiment qui a fait exploser la boîte. C'est vraiment par sérendipité, quoi. Au début, juste tu Ouais. t'installais chez un pote, Ouais, puis en fait, le pote, il s'intéresse au minage. Exactement. Et donc, je lui dis, tu te formes maintenant, tu regardes des vidéos sur Internet, etc. On va aller monter des machines. Et donc, je trouve un fournisseur sur le Bon Coin à l'époque. Je me fais dire, voilà, j'ai des clients, est-ce que tu es intéressé pour qu'on t'achète des machines, machin, il n'y a pas de problème, machin. Je trouve un fournisseur. Et moi, je fais un petit peu de promo, etc. Je fais des TikTok. Je dis voilà, on lance le premier service d'installation à domicile, machin. Le service était assez simple en fait. C'est qu'en fait, le client n'avait rien à faire. On livrait la machine chez lui. Un installateur venait, il installait la machine, il lui faisait une formation d'une journée. Il repartait, il avait de la maintenance. Et donc, on a lancé ce service-là. Et ça a explosé. Là, c'est là où la boîte elle est passée de 100 000 à 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et ça c'était encore plus une deuxième explosion. Et là, ce service a énormément plu. Enfin, on faisait une à 2 installations de machines de minage par jour. On est monté jusqu'à 16 installateurs partout en France. Mais il faut que te dire que derrière, il y avait vraiment j'avais 18 ans, tu vois. En vrai, j'étais un guignol. Je savais même pas ce que je faisais. Genre, pour te dire, j'avais même pas de site web. J'avais pas de conditions générales de vente. J'avais pas de contrat. J'avais rien. J'avais un Calendly. Et je bossais sur des gros WhatsApp, tu vois. Vraiment, j'étais vraiment un guignol fini, tu vois. Genre, t'étais loin d'être un guignol. Non, mais j'étais pas un guignol. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que genre, j'avais une boîte qui générait énormément de cash, mais je faisais pas exprès. Genre, c'était genre le truc, genre, notre Calendly était full toute la journée, tu vois. J'ai pris un closer qui closait et de 10h à 22h30 sur des incréments de 15 minutes ou 30 minutes, je sais plus. Le Calendly était tout le temps full. C'était hallucinant, tu vois. Et j'ai trouvé un vrai, tu vois, souvent les growths ils disent souvent le product market fit, tu vois. Moi je pense que j'ai vraiment connu un vrai product market fit pour de vrai, tu vois. Et donc mon système était trop simple, genre on avait un Calendly, les gens ils réservaient un rendez-vous, on faisait le rendez-vous, on faisait un groupe WhatsApp, on envoyait un devis, le mec il envoyait un virement. Mais je pense que c'est ça, quand tu commences, c'est nécessaire pour moi d'aller vite et de faire au plus simple. Et tu vois, là récemment, pas plus tard que début de semaine, j'avais fait un post LinkedIn justement où j'expliquais que j'avais perdu, je sais plus, 4-5 000 € parce que mon tunnel de vente, il était éclaté. Je sais pas si tu l'avais vu. J'ai vu. Et tu vois, juste les gens réservaient, prenaient mon bout de camp et en fait, ils faisaient pas le virement. Alors qu'en fait, maintenant, juste tu peux payer sur le site. Exactement, t'automatises. Mais à l'époque, je trouve que c'est important d'aller vite et je me suis dit non, moi je vais faire ma poche de vente en 2 heures, je vais mettre le lien de mon RIB, juste un PDF avec mon RIB et vous envoyez l'argent et il faut aller vite, tu vois. Bien sûr. Mais je voudrais revenir, tu vois, quand t'as commencé, ce qui est marrant c'est que je trouve que en général quand on veut commencer dans l'entrepreneuriat, on se dit faut faire de l'argent d'abord et ensuite quand tu prends un petit peu de recul tu dis non mais j'ai besoin de me former, il faut que j'apprenne à faire de l'argent. Et toi très rapidement t'as commencé par faire de l'argent en mode, tu vois, les recels de sneakers, le moi j'ai toujours en fait je savais que j'allais jamais être salarié. Moi j'ai jamais déposé un CV de ma vie. Je savais que j'étais très débrouillard sur plein de choses. Moi j'étais un petit con, mais j'étais très très débrouillard sur beaucoup de choses. Et je savais pertinemment que, tu vois, j'employais pas ce mot-là, mais je savais que j'allais finir entrepreneur. J'employais pas ce mot-là à l'époque parce que
Je sais pas, mais je savais que j'allais me gagner mon argent tout seul. Pour moi, c'était. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est marrant parce que tu as commencé en faisant plein de petits projets qui ont plus ou moins bien marché. Mais in fine, ce qui t'a vraiment lancé, là où tu as vraiment appris une compétence clé, c'est quand tu as fait la gestion, enfin l'entretien de la ferme gratuitement. Ouais, carrément. Et du coup, comment est-ce que tu t'es dit, non, mais attends, là, moi, je suis en train de bosser, je me fais des non, sous. Non. Alors, il faut savoir un truc, c'est que pour moi, Paul, c'était. Je le voyais comme Dieu, en fait. Genre, c'était vraiment mon mentor. Genre, et pour moi, il passait trop de. Genre, pour moi, j'étais honoré que quelqu'un qui a autant d'argent, etc., qui est très intelligent, qui passait autant de temps avec moi à m'apprendre des choses gratuitement, etc., parce qu'il voyait que ça m'intéressait, machin. Donc, je l'ai fait vraiment par solidarité, amitié, tu vois. Entre moi et Paul, il y avait vraiment un lien très fort. Mais in fine, c'est ça qui t'a le plus appris, quoi. C'est ça qui m'a le plus appris, c'est ça qui a changé, qui a changé ma vie pour toujours, je pense. Tu vois, alors, si on passe la phase un petit peu recel de sneakers et compagnie, et où tu as vraiment commencé ton aventure entrepreneuriale, tu me disais, ouais, j'ai fait mes 900 premiers euros, c'était ouf, je te rejoins complètement. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, pareil. Les premiers euros, ils sont dingues. Les premiers euros, mais en fait, surtout les premiers euros sur Internet. Parce qu'à la limite, tu vas vendre un jus de fruits dans la rue, machin, bon, c'est pas pareil. Mais quand c'est des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, qui te font, tu vois, un virement ou un paiement Shopify, Stripe, peu importe, tu reçois 200, 300, 400 euros, même 100 euros, même 50 euros. Même 50 euros, même 50 euros. Ça rend fou. Et tu vois, et justement, il y a plein de gens qui me disent, tu vois, sur LinkedIn, je partage autant un peu des conseils sur l'investissement que mon aventure entrepreneuriale, toi aussi un petit peu. Du coup, j'ai pas mal de gens qui me contactent. Alors, petite parenthèse, moi avant, j'étais consultant dans un cabinet de conseil. Et du coup, c'est un milieu très, tu vois, exigeant. Je connais très bien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'épanouissent pas du tout. Pas du tout. Il y en a plus qui s'épanouissent pas du tout de ce que je connais, en tout cas, sur la globalité. Écoute, résultat étant que moi, j'ai quitté ce secteur, mais j'ai quand même, tu vois, un peu évolué dedans, que ce soit par mes études ou parce que j'ai travaillé dans un grand cabinet. Du coup, t'as travaillé chez qui? J'étais chez Oliver Wyman. Ok, non, je connais pas. C'est conseiller en strat. Okay. Et bon, voilà, j'ai appris plein de choses, hein, mais le fait est que moi, je ne m'épanouissais pas là-bas. Je sais que c'était aussi le cas de pas mal de gens. C'est pas le cabinet en lui-même, c'était le secteur de manière générale, hein, qui est très, voilà. Et maintenant que je publie sur LinkedIn, j'ai tellement de gens qui me disent, ouais, mec, pas forcément de mon ancien cabinet, mais du secteur en général, comment t'as fait pour te lancer? Moi, j'ai peur de quitter mon job, j'ai peur un petit peu de l'insécurité financière, j'ai peur de pas réussir à faire mes premiers euros. Tous ces éléments-là, ils sont hyper légitimes, et je trouve que paradoxalement, c'est des éléments que toi, t'as pas forcément eu. Non, parce que alors, de toute façon, t'es pas passé par la case salariat. Tu vois, donc tu t'es dit, c'est marche ou crève. T'étais obligé de faire ton petit bout de chemin solo. Mais il y a plein de gens qui se disent, mais moi, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas comment faire mes premiers euros. Toi, il y a une petite partie, on en reparlera, de ton succès qui est venu notamment par le TikTok ou les TikTok, Instagram. Enfin, voilà, tu as utilisé ces plateformes de façon efficace et ça t'a permis de trouver tes premiers clients. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui se disent, alors, je voudrais me lancer, mais je ne sais pas comment faire mes premiers euros. Pour toi, les premiers euros, ils viennent comment? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est... je pense que la création de contenu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la clé. En organique. Je suis d'accord. Ça te coûte rien. Tout le monde a un téléphone Tout le monde a un téléphone. Un smartphone, du coup. Un smartphone, ouais. Tout le monde a une caméra. Tout le monde sait appuyer sur filmer. En général, il y a souvent des domaines où tu es plus intelligent que d'autres. Et genre, filme-toi. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'une meuf que je discutais, enfin, un ami qui discutait avec elle il y a pas longtemps. J'étais à Nice. Et la meuf, elle vend des formations destinées écoute la niche, destinées que aux femmes. Donc des formations destinées que aux femmes pour devenir community manager. Donc elle permet juste aux femmes de devenir community manager. Après, je pourrais pas. Hein, je sais pas toi, mais toutes les community managers que je connais, c'est des femmes. Hein. Et cette meuf-là fait 2 millions d'euros par an. C'est pour te dire, tu vois, juste avec cette formation-là, tu vois. Et moi, donc, tu vois, aujourd'hui, genre, moi, pour faire ses premiers euros sur Internet, je dis souvent, faut avoir quand même une expertise, entre guillemets, sur n'importe quel domaine. Aujourd'hui, tu as YouTube. YouTube, c'est mieux qu'HEC. Tu as un concentré d'informations exceptionnel sur plein de choses. Donc, sois curieux, intéresse-toi, perds-toi sur YouTube. Y a bien un sujet qui va te passionner plus que d'autres. C'est que tous les cours de Harvard sont disponibles gratuitement sur leur site internet.
Ça, les gens, ils ne croient pas, mais c'est le cas. Et in fine, ils me disent, mais attends, mais du coup, pourquoi les gens vont à Harvard? C'est pas pour le cours ou le contenu du cours, c'est pour le réseau, c'est pour les professeurs avec qui tu échanges, c'est pour tous ces éléments-là. Non, mais bien sûr. Mais tout ça pour dire que sur Internet, aujourd'hui, tu peux tout apprendre. Il y a tout. La seule différence, je pense, c'est la vitesse à laquelle tu veux l'apprendre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux passer des dizaines, voire des centaines d'heures à chercher du contenu, à faire le tri? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le mot, là. Obsessionnel. En fait, moi, c'est exactement ce qui m'arrive, en fait. J'étais obsessionnel sur YouTube, donc je me perdais sur YouTube. Je passais toute ma journée en train de regarder des vidéos, tu vois. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc pour moi, pour faire comment faire ses premiers euros sur Internet, pour moi, le chemin le plus simple, en tout cas, je sais pas s'il y en a d'autres, c'est trouve un milieu qui te plaît plus que d'autres, parce que si ça te plaît, ça va être plus facile d'apprendre. Apprends plein de choses et crée du contenu autour de ça. Et ensuite, après, tu peux développer diverses offres, du conseil, des formations, peu importe. Et si tu as une communauté, les gens achèteront plus que ce que tu ne crois. Est-ce que pour toi, l'explosion de ton TikTok, qui a été quand même un peu à l'origine de pas mal de ton business... carrément. Ouais, tu penses que c'est... Est-ce que c'était vraiment la qualité du TikTok? Est-ce que c'est une question de l'algorithme? C'est une chance? Comment t'expliques? Non, c'était les planètes étaient alignées. Les cryptos étaient super hautes, c'était la mode. C'était à quelle période, ça, du coup? C'était juillet 2021. Ouais, donc on était vraiment en plein bull market. Les cryptos étaient hautes, machin. Enfin, vraiment, les planètes se sont alignées avec moi. Il y avait personne sur le mining français. Je suis encore aujourd'hui, il y a quasiment personne. Je suis vraiment dans un milieu pas du tout concurrentiel. Et donc, comment t'expliques ça, d'ailleurs? Je sais pas. Franchement, à l'époque, il y avait, je sais pas, il y a personne. Tu vois, il y a personne c'est vraiment un milieu de niche, tu vois. Et aujourd'hui encore? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés de mining. En France, il doit y en avoir 3, à peine. Et je suis la seule qui est plutôt connue. Ouais. T'es leader en France? Alors, ça dépend comment tu prends le truc. Société française, du moins. Alors, il y a Just Mining, la société Dasher, qui a beaucoup plus de clients que moi. Maintenant, ça s'appelle Meria, mais en fait, lui, il ne propose plus de mining depuis 2 ans. Donc, déjà, il ne faisait plus de mining depuis un bout de temps. Donc, maintenant, il ne fait plus du tout de mining. Maintenant, il a changé de nom parce que justement, il ne fait plus de mining. Donc, ça s'appelle plus Just Mining. Donc, cette boîte-là est bien plus grosse que la nôtre. Ils font quoi, du coup, maintenant? Maintenant, ils font de l'investissement crypto. Donc, ils vont faire du stacking, machin, de la DeFi, tout ça. Ils vont permettre. Moi, c'est pas un secteur que j'ai pris. Et donc, oui, en France, je suis largement leader sur ce domaine-là. Que ce soit en termes de popularité, en termes de chiffres, en termes de nombre de clients, en termes de qualité de service, en termes de plein de choses. Mais je sais pas comment j'explique qu'il y a... Je pense que c'est un milieu de niche, les gens n'ont pas forcément envie de se lancer dans du... Je sais pas, franchement, je sais pas comment l'expliquer. Mais moi, je sais que il y avait vraiment personne sur le TikTok FR. En tout cas, il y avait vraiment personne. C'est vraiment... Et donc, j'ai donné aux gens ce qu'ils attendaient sûrement indirectement, parce que tout le monde avait plus ou moins entendu parler du mining de loin. Mais le mining, pour eux, c'était des énormes conteneurs avec des choses qu'il fallait mettre énormément d'argent, etc. Donc, ils ont vu un mec miner en particulier, etc. Ouais. Je sais pas. Ça donnait une image de démocratisation. Ouais, je pense que c'est un peu ça, tu vois. Mais non, mais moi, j'avais pas du tout calculé ce que je faisais. Mes TikTok, ils sont toujours disponibles, tu vois. Aujourd'hui, on s'appelle Corporation FR sur TikTok. J'ai toujours laissé les premiers TikTok. Tu vas voir un peu comment ils étaient, tu vas rigoler. Enfin, j'étais un mec de 18 ans qui faisait des TikTok, quoi. Ouais, mais bon, t'étais pas non plus là derrière en train de danser la caméra. Enfin, non, j'étais pas en train de danser, mais j'ai essayé de l'apporter de la valeur comme je pouvais, tu vois. Mais c'était pas du tout qualité. Tu parles de qualité en termes de... tu vois, par exemple, on est dans un studio, il y a de 10 000 euros de matériel. Moi, j'ai filmé avec un iPhone XR. Mais tu vois, je pense que c'était... Tu parles de qualité en termes de qualité de quoi, de contenu, tu parles en termes de... Non, mais c'était... Je veux dire, t'essayais d'apporter de la valeur sur le fond. Et après, sur la forme, tu filmes avec ton téléphone. Je veux dire, moi aussi, tu sais que j'avais... Là, je l'ai pas trop alimenté. Enfin, ça va... Ces vidéos, maintenant, ça va permettre de réalimenter le compte TikTok et Instagram. Mais je l'avais un petit peu mis en pause. Mais initialement, les premières... D'ailleurs, il y a peu de gens qui le savent. Avant de quitter mon job, quand j'étais encore salarié, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Ok, je savais pas. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui le sait. J'ai fait des vidéos sur YouTube où je parlais justement un petit peu d'investissement. Alors, c'était même pas encore, tu vois, dans une logique de quitter mon job ou quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Les gens, ils me disent, ouais, est-ce que je devrais quitter mon job direct? Non, pas du tout. Alors moi, pas du tout. Alors moi, je dis tout le temps ça, je dis, sécurise-toi un maximum. Aujourd'hui, si tu quittes ton... Genre, va pas te plonger dans la gueule du loup. Si tu
Tu fais d'abord un truc, tu vois si tu fais tes premiers euros et que c'est développable. Si tu vois qu'il y a un marché et qu'il y a tes premiers euros qui rentrent, tu quittes ton truc pour te mettre à fond là-dessus. Mais il faut que ce soit ton truc qui te rattrape et que t'aies pas assez de temps pour développer ton truc pour quitter ton job. Mais tu quittes pas ton job pour lancer ton truc. Ça n'existe. Enfin, tu vois, il y en a qui le font. Et alors moi, je pense justement à un ami à moi que tu connais, Julien Song. Qui était passé d'ailleurs sur le podcast de Thibaut où ils échangeaient sur est-ce qu'il avait un plan, Julien, quand il s'est lancé. En fait, Julien et moi, on était sur les bancs de l'école ensemble, on était à la même asso étudiante et il était juste, tu vois, il a un an de plus que moi, 1 ou 2 ans. Du coup, il avait quitté le cabinet de conseil où il était avant moi. Et quand je lui avais demandé, je lui disais, ouais, moi j'étais en train de struggle à fond. Je disais, j'ai envie de partir. Struggle, c'est je peinais énormément, j'étais pas épanoui, j'avais du mal à faire le job. Et je disais ouais, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter, mais j'ose pas pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer plus tôt. Bien sûr. Et je lui demandais ouais, toi comment t'as fait pour te lancer? Et il m'a dit ah mais moi j'avais pas de plan. Un jour je me suis levé, j'ai rempli un truc de démission et je l'ai posé sur le bureau de mon manager. Et je disais tout ça pour dire que je pense que ça il y en a un sur 1 million qui fait ça et tant mieux, et ça s'est bien passé pour lui et voilà, il s'en est bien sorti. Mais je pense que pour les 99,9% restants, moi c'était pas mon cas, tu vois. Moi je voulais partir, je voulais me lancer en entrepreneuriat, j'étais salarié. Ce que j'ai fait avant tout, c'était backup. Déjà je me suis un petit peu battu pour avoir une rupture co et même beaucoup battu. Et au-delà de ça, j'avais, tu vois, une bonne gestion de mes dépenses, je savais combien je dépensais. D'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais te demander juste après. Mais tu vois, je suis parti en ayant une petite sécurité financière, à la fois une petite trésorerie et une rupture co qui me permettait de toucher mes ARE. Mais je pense que ça, c'est la bonne façon de faire pour 99,9% des gens. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu suis tes dépenses, Kylian? Non, pas du tout. Alors moi... C'est quoi un peu ta philosophie de l'argent aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt en mode YOLO ou est-ce que tu fais tu suis un peu c'est quoi? J'ai un peu raconté ma vie. Moi, j'étais en couple pendant assez longtemps, là. Je suis plus en couple aujourd'hui. Et... un cœur à prendre. Comment? Un cœur à prendre. Non, je suis pas un cœur à prendre. Et je vais un peu raconter ma vie. Alors moi... J'ai pas dépensé un rond quand j'ai commencé. J'avais beaucoup de cash de dispo. J'ai acheté un duplex sur un coup de tête en Bulgarie, cash. J'avais aucune. C'était quoi? Avec l'argent que tu faisais avec la société Exactement. Donc j'ai acheté un duplex là-bas assez cher. Comme ça, parce qu'en fait, je peux t'expliquer l'anecdote. J'avais envie d'avoir mon bureau. Mais j'avais pas d'employé. Je me disais, pour t'expliquer à quel point des fois je suis fou, j'avais envie d'avoir un bureau en Bulgarie, un beau truc, etc. Je me voyais déjà avec une société. PDG. PDG. Tu vois, j'arrive, j'avais mon bureau, j'ai tous mes employés partout autour de moi, etc. Et donc j'ai acheté le truc assez rapidement en Bulgarie, ça se fait très rapidement. Du coup, j'ai placé une grande partie de l'argent que j'avais. Déjà, je me suis rendu compte, en fait, je voulais vivre dedans aussi, tu vois. Donc et je me suis rendu compte déjà qu'il n'y avait pas de douche. Mais vraiment pour t'expliquer. Donc t'as vraiment fait ça sur un coup de tête. Coup de tête, mais je te dis pas comment un coup de tête. Je me suis réveillé un matin, je me suis tapé un coup, tu vois. Et je me suis dit, faut absolument que j'ai mon truc et tout. Et donc j'ai acheté un super beau truc, etc. Et je me suis installé là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, tous les gens avec qui je travaillais, c'était en France. En fait, je me suis rendu compte au bout d'1 mois et demi qu'il y avait personne qui était venu me voir. Et donc j'étais un petit peu solo, quoi. Voilà, solo. Et donc après, à partir de ce moment-là, je suis un petit peu parti. Après, je me suis mis en couple avec une fille. Et donc là, j'ai pas trop travaillé et j'ai dépensé énormément d'argent. Dans quoi? Je suis parti un peu partout, à Dubaï, donc, vacances, aux Maldives, à Venise, partout. J'ai fait vraiment le tour du monde. Un kiffeur. Un kiffeur, mais un abusateur surtout. Je sais pas si ça se dit en français. Obsessionnel. mais j'ai abusé sur trop de choses. J'avais plus aucune. Parce qu'en fait, de toute façon, je gagnais tellement à l'époque que je dépensais pas du tout ce que je gagnais. Mais je dépensais beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai mal investi dans plein de choses. C'est quoi tes mauvais investissements? J'ai perdu 200 000 euros dans PocMe. J'ai perdu. PocMe, c'était une crypto? Ouais, PKN. J'ai perdu 100 000 euros dans des NFT. J'ai perdu
trop de choses. Est-ce que pour toi, tu as appris des... Parce que bon, c'est une chose de perdre de l'argent. Maintenant, moi, j'essaie toujours de me dire quand je perds de l'argent, enfin, je sais pas si je sais pas si tu te souviens de... Je sais plus comment ça s'appelait déjà, les baskets, là. Je sais pas si tu connaissais les NFT sous forme de basket. Ouais, je vois. J'ai perdu Stepen. Bon, j'avais investi en Stepen. Pas du tout autant que toi, tu vois. En fait, obsessionnel, tu vois. En fait, moi, j'ai investi dans un NFT. Après, je me suis pris dans le délire et j'ai pété les plombs. Et en fait, moi, c'est totalement moi, en fait, ça, tu vois. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis un petit peu différent parce que, bon, tu vois, j'ai investi dans des montres, dans des choses comme ça. Mais parce que j'aimais bien avoir des montres et je trouvais ça chambé, etc. Pas pour de l'investissement. Ça a une vraie valeur aussi. C'est une vraie valeur, tu vois. Et j'ai vraiment, tu vois, j'ai énormément dépensé en lifestyle, etc. Enfin bref, tu sais, la vie, ça coûte assez cher quand tu veux manger dans des beaux endroits, quand tu veux aller dans des beaux avions, quand tu veux aller dans des beaux hôtels, quand tu veux aller dans des belles villes. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Tu veux mener la belle vie. Quand tu veux mener la belle vie, surtout quand tu es en couple, bah, tu vois, c'est mieux quand... Tu veux faire plaisir à l'autre. Tu veux faire plaisir à l'autre, machin, et les cadeaux, et les trucs. C'était quoi pour toi le niveau de revenus ou de dépenses, enfin, allez, de dépenses qui te convenait, où tu disais ouais là franchement quand je dépense X euros par mois, c'était quoi ce X? Je sais pas, je dépensais entre 30 et 60 000 euros par mois, tu vois. Ah ouais, d'accord. À peu près, tu vois. Après, j'ai eu un mois d'excès à Dubaï. Mois d'excès? Ouais, d'excès. C'est quoi ton max? Je sais pas, dépensé, je sais plus, 90 000 euros, tu vois. C'était dans quoi? Plein de choses à Dubaï, tu sais, les restaurants ils coûtent cher, la vie elle coûte cher, on a fait des très beaux hôtels. Tu sais, à Dubaï, c'est très facile de dépenser de l'argent. C'est vraiment une ville faite pour dépenser, bref. Et donc, j'ai beaucoup dépensé d'argent. Et en juillet, ma boîte, il y a eu ETH 2.0 qui est passé, etc. Donc, on a préféré fermer la boîte. Et donc, j'ai pas réussi à me... Tu vois, je suis passé de beaucoup d'argent qui rentrait à zéro, mais vraiment 0,0. Et moi, j'allais relancer un truc de toute façon, machin, tout allait se passer comme prévu, j'allais refaire le même chiffre qu'avant, etc. Et donc, je continuais à dépenser, j'ai pas du tout su réadapter mon niveau de vie, sauf qu'il y a derrière, il n'y avait plus rien qui rentrait. Et en plus de ça, j'ai perdu à droite, à gauche. Et donc, je dépensais, et il n'y avait plus rien qui rentrait. Il y a un moment, les caisses se vident. Tu sais, en plus, moi, je dépensais beaucoup d'argent. Et comme tu le dis, à un moment, les caisses se vident. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où même à l'intérieur, même pour monter la nouvelle offre, j'ai dépensé énormément d'argent sur beaucoup de choses. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai investi dans la société de mon ex. Aujourd'hui, elle me doit cet argent-là. Donc ça, c'est de l'argent qui était cash out, qui était sorti de ma poche. J'avais des frais tous les mois par rapport à plein de choses. Quand j'ai monté cette nouvelle offre, j'ai énormément investi en marketing, sur un nouveau site. Rien que la brand de corporation, tu vois, le logo de notre image de marque, ça vaut 20 000 euros. Tu vois. Rien que ça, on est passé par une agence, etc. En fait, je me suis pris pour... tu vois, j'ai dépensé le plus cher partout. Tim Cook, quoi. Ouais, Tim Cook, tu vois, vraiment, j'ai pété les plombs. Et donc, au fur et à mesure du temps, de toute façon, moi, je voyais le lancement de l'offre en octobre et tout allait se passer comme prévu. Bon, moi, ça y est, j'allais refaire de l'argent et tout. Comme je t'expliquais, le lancement de l'offre, c'était un flop. Et donc, j'ai dépensé. Jusqu'à ce que je me retrouve dans une situation où j'avais encore mon appartement, etc., machin. J'avais des montres, etc. J'avais de l'argent matériellement parlant. Donc, je pouvais revendre les choses. Mais en cash dispo now... j'avais plus tant que ça, quoi. Plus tant que ça, tu vois. Et donc je me suis fait des petites frayeurs quand même, tu vois, sur certains trucs. Parce que tu sais, j'ai pris un CDI, j'ai pris des alternants, machin. J'ai dû virer, enfin bref, laisse tomber. Et je me suis lancé dans des missions de freelance. J'ai commencé parce que moi non plus, j'adore tout déléguer. Tu vois, je me dis... Ça, c'est un vrai sujet dont je voudrais te parler juste après. Mais avec plaisir. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée, tu vois. Et après, je pense que j'étais dans le bon timing. Heureusement que j'ai changé j'ai switch. Et la boîte est repartie là. En janvier, on a fait 160 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas le chiffre d'affaires qu'avant, mais ça va. Mais du coup, tu dépenses pas autant qu'avant, non, non. Tu t'es un petit peu calmé. Ah oui, je me suis calmé. Je dépense plus du tout autant qu'avant. Puis surtout, je suis plus en couple. Et ça, donc tu dépenses encore moins. Alors, en fait, on se rend pas compte de...
moi, je me suis rendu compte de l'influence. Moi, je respecte énormément les gens qui arrivent à manager leur vie perso et pro. Parce qu'en plus, moi, à l'époque, j'avais mélangé ma vie perso et pro. Enfin, bref. Erreur. Enfin, c'est parti très loin. Il y a eu beaucoup d'histoires dans ma vie. Beaucoup de problèmes. J'ai eu tous mes problèmes. En fait, tout m'est tombé dessus. Genre, tous les problèmes. J'ai eu énormément de problèmes sur trop de choses. Et donc non, je dépense plus du tout la même chose qu'avant. Bon, je dépense toujours de l'argent, tu vois, mais je dépense plus du tout. Je vois plus. Déjà, j'ai l'impression que j'ai repris en valeur de l'argent. Ça, c'est bien ça. Ouais. Ça, c'est important. Parce que j'avais perdu un peu les pieds. Tu vois. Dépenser 70 000 euros par mois j'avais perdu dans du lifestyle. Ouais. Bon, bref. J'avais perdu un peu les pieds. Et. Donc là, tu vois, j'ai recadré un petit peu toute ma vie. Là, je suis en structuration de recadrage de vie perso et pro, tu vois, partout. Et donc voilà, tu vois, tu vois, maintenant, avant de déléguer, j'apprends à faire les choses moi-même. Parce qu'en plus, j'ai mal délégué. Parce que oui, c'est un sujet, ça. C'est que moi, j'aimais trop tout déléguer. Donc, je suis allé sur Malte. Ouais. J'avais besoin d'un truc. Même pour faire un Typeform, j'ai délégué, tu vois, pour te dire. Donc tu voulais vraiment rien faire par toi-même. Ah non, moi j'avais de l'argent. Mais tu vois, c'est marrant ça, alors que pour le coup, moi je suis un petit peu dans la philosophie opposée, enfin pas opposée, mais on va dire, bon, je pense que tu vois, le recrutement de CDI, c'est un autre sujet encore. Ouais, ça, c'est un autre parce sujet. Que là, il y a vraiment, on va dire, une charge salariale qui pèse chaque mois, etc. Bref, c'est un autre sujet, le sujet de la gestion des ressources humaines. Ouais, bien sûr. Donc ça, bon, c'est un autre sujet. Mais le sujet de déléguer, moi, quand j'avais commencé, je m'étais vraiment dit, mais attends, le mouvement du soloprenariat, ça me convient parfaitement. Moi, j'ai envie d'aller à fond, à 200 à l'heure. Et c'est ce que je dis aussi à beaucoup de gens qui veulent se lancer, ils me disent, ouais, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de machin. Non, je pense que si au début, t'es pas capable de faire par toi-même, tourner ta boîte et faire tes premiers euros, laisse tomber. Enfin, c'est pas forcément. Je pense pas que ce soit fait pour toi. Tu vois. Totalement d'accord avec toi. Et bah, je suis en train de. Maintenant, je fais tout par moi-même. Enfin, je fais pas tout par moi-même, mais j'essaye de tout faire par moi-même au début. Et ensuite, je délègue. Mais sur tout, hein, sur plein de choses. Hein. Surtout, en fait, je te prends un exemple tout con, tu vois. J'ai délégué sur la partie SEO, tu vois. Sauf que je n'avais aucune base en SEO. Et donc, je savais pas si le taf était bon ou pas. Ah, mais c'est terrible ça. Parce que du coup, tu sais pas si le taf est bon, est-ce que le prix est normal, est-ce que la durée, le temps pour le faire est normal ou exactement, tu vois. Et donc, tu vois, ça c'est une leçon que j'ai appris. Maintenant, à chaque fois que je fais un truc, d'abord j'apprends à le faire moi-même, je comprends la surface, et ensuite on rentre en profondeur avec le freelance, tu vois, ou les freelances, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, genre, je me suis un petit peu perdu à avoir autant de moyens, parce que j'ai, tu vois, même des trucs, j'ai délégué, mais pour tout et n'importe quoi, vraiment. Genre, je voulais me libérer le plus de temps possible. Mais est-ce que c'était vraiment utile? Je veux dire, derrière, le temps que tu te libérais, l'utilisais vraiment pour... Non. Mais en fait, moi, si tu veux savoir un truc, c'est que moi, je l'utilisais pour mon couple. En fait, genre, mon couple, c'était vraiment ma vie, en fait, tu vois. Genre, moi, j'avais ça qui m'apportait de l'argent et ça permettait de nourrir, d'alimenter tout mon plaisir que j'avais dans mon couple. Et donc voilà, tu vois. Donc voilà pourquoi je déléguais autant, parce que je voulais me libérer le plus de temps, tu vois. Travailler, c'est devenu une charge, c'était plus une passion. Et au fur et à mesure du temps, donc voilà. Et aujourd'hui, là, j'ai bien restructuré ma vie, tout se passe comme prévu. Mais j'ai eu une période compliquée là. J'ai une période compliquée entre octobre et décembre, fin décembre. J'ai eu une période compliquée. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Je suis très heureux. Ça, tu vois, justement, la gestion pro-perso. Tu vois, alors, pour prendre l'exemple, moi, c'est vrai que tu vois, je suis en couple, j'habite avec ma copine. Et heureusement, je me dis souvent heureusement qu'on habite ensemble parce que on n'habiterait pas ensemble, je sais pas quand on se verrait quoi, tu vois. Et je pense que je sais pas si c'est un frein pour beaucoup de gens à se dire bah attends comment je vais pouvoir concilier les deux parce que on en revient au sujet de c'est obsessionnel. Mais moi ma vie de couple était carrément obsessionnelle. J'ai énormément aimé cette fille. Je pensais que j'allais terminer ma vie avec bref machin. Elle était bien plus âgée que moi. Mais dans ta vie pro aussi, t'étais obsessionnel, quoi. Non, plus du tout. Du coup, ça avait pris le dessus. Ah, bah, carrément, complètement. Carrément. Plus du tout. J'ai perdu tout goût au travail. Ma boîte, elle tournait parce que j'avais fait. J'étais encore visible un peu sur les réseaux, etc. Mais non, plus du tout.
ma vie de couple a pris... ça m'a détruit à la longue. Et je pense que il s'est passé un événement assez grave, mais j'ai coupé au bon moment. Et là, ça va beaucoup mieux. Tu vois. Là, j'ai repris goût. Là, je travaille comme un acharné. Là, maintenant, j'ai une vraie boîte. L'offre corporation est super. J'ai encore quelques trucs à améliorer sur plein de choses, tu vois. Mais là, j'ai une boîte bien plus solide qu'avant. Il y a des vrais process en interne. Il y a une vraie team. Tu vois, aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai. Puis même, je développe d'autres choses à côté, machin. Mais ouais, en fait, ma vie de couple avait pris toute ma vie. Et je suis tombé un petit peu dans ce tranché-là, tu vois, de l'extrême. Où je pouvais... voilà, tu vois, pour te dire... ça avait un impact négatif sur l'ensemble de ta vie, quoi. Alors, moi, j'étais très heureux dans mon délire. Mais après, à la fin, ça a eu beaucoup d'impact négatif. À la fin, je me suis rendu compte dans la matrix dans laquelle on était, en fait, tu vois. On était vraiment dans une... Enfin, on se lâchait pas. On était tout le temps ensemble. Est-ce que pour toi, du coup, c'est nécessaire de séparer, de distinguer la vie perso de la vie pro? Moi, j'ai très peur de... Quand on est entrepreneur... Je sais pas du tout. Moi, j'ai très peur de me remettre en couple maintenant. Tu vois, je sais, en fait, tu vois, par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Armand, qui gère très bien sa vie perso-pro. Genre, il voit pas sa meuf de la semaine, il la voit juste le week-end. Ah, ça, c'est un type de couple particulier, tu vois. Et je lui dis, mais comment tu fais, etc. Il me fait, tu vois, les deux, ils sont heureux, ils sont tout ça. Donc après, chacun a sa gestion et tout. Mais c'est vrai que moi, je peux tomber vite. Tu vois, j'ai un peu peur de retomber dans le même schéma. Ou si un jour, en fait, si un jour je retombe dans le schéma, faut que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai des rentes de partout. Faut que je sois sécurisé, faut que j'ai investi à droite à gauche sur plein de choses. Et là, genre, ma famille, ce sera toute ma vie, tu vois. Et en fait, c'est ça l'objectif, mais sauf que je l'ai fait trop tôt, tu vois. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Tu vois, à 19 ans, j'avais une vie familiale, mais j'étais vraiment un père, en fait, tu vois. Genre, j'avais une vraie vie familiale. Même si on n'avait pas d'enfants, j'ai une vraie vie familiale pendant plus d'un an. Et donc, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. Je sais que je serai un bon père, par exemple, tu vois. Alors, je sais que maintenant, je sais gérer plein de choses. Ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Je crache pas du tout sur cette relation ou quoi. Mais c'est ouf quand même d'avoir, tu vois, ce genre d'expérience à 19 ans. Ah, j'ai une vie de fou. En parallèle d'une entreprise qui explose, en parallèle de, tu vois, trop de choses. L'opulence financière, mais après le manque financier aussi. D'ailleurs, tiens, c'est les montagnes russes, mais je pense que c'est une vie bien remplie, tu vois. C'est une vie bien remplie, et moi j'adore ça en fait, parce que j'apprends énormément. Aujourd'hui, j'ai bien plus de skills que, je pense quand même ça s'entend quand je parle, etc. J'ai bien plus de skills, je suis un entrepreneur bien plus assis, j'ai bien plus la tête sur les épaules qu'avant. Je suis assez mature pour mon âge. Et là, tu vois, je suis capable de gérer une boîte qui génère beaucoup d'argent. Et je pense que je suis capable de la gérer. Et avant, je n'étais pas capable de la gérer, tu vois. C'est quoi pour toi le chiffre d'affaires que tu te sens capable? Alors, du coup, tiens, double question, parce que ça me fait penser... tu vois, mon père, il était entrepreneur. Okay, il est à la retraite aujourd'hui. Il avait une boîte avec quasiment, tu vois, environ presque 100 salariés. Okay, une boîte dans la sécurité, rien à voir. Énorme. Intrusion, incendie et compagnie. Et du coup, il faisait à peu près, tu vois, un peu moins de 10 millions de CA. Okay. Donc, c'était une belle boîte, mais voilà, une PME française, quoi. Et je lui disais, mais est-ce que, tu vois, t'aurais voulu faire une boîte à 100 millions, à 500 millions Et il me disait non. Et je disais, mais pourquoi t'as d'autres problématiques après. Ouais, c'est ça. Je lui disais, mais du coup, pourquoi Et il me disait, c'est le facteur humain. C'est-à-dire le recrutement, gérer des employés, parce que tu vois, lui, mon père, c'est quelqu'un qui est très dans l'humain, et du coup, il s'occupait, mais il avait 100 employés, mais il s'occupait de ces 100 employés comme si jamais c'était le seul. Comme si chacun était le seul employé. Du coup, vraiment, mais il a eu des histoires où il y avait un gars qui s'était fait larguer par sa femme, qui avait appelé mon père en panique, en mode est-ce que je peux aller dormir au bureau parce que j'ai nulle part où dormir. Mon père, il lui avait payé une nuit d'hôtel pour qu'il aille, tu vois, il se trouve pas au bureau dans la merde, quoi. Et tout ça pour dire que le recrutement, je trouve que c'est le facteur le plus bloquant ou le plus difficile à gérer. Et quand j'écoute, tu vois, d'autres podcasts ou autres, j'ai l'impression que la gestion des ressources humaines, c'est le facteur numéro 1 de soit t'en as marre et tu craques, soit ça se passe bien et t'as les bons talents et tu les gères bien. En vrai, c'est plutôt rare. C'est rare, mais justement, toi, t'es plutôt parti dans cette optique de recruter un minimum
et avoir limite une armée de freelance. Bah, moi, c'est exactement ça. Mais je pense qu'avec ce système-là, tu peux gagner beaucoup d'argent sur plein de choses. Alors, mais du coup, voilà, j'ai demandé pourquoi est-ce que toi, tu es plutôt parti sur un modèle freelance plutôt que recruter. Alors, déjà, premièrement, en France aujourd'hui, c'est très compliqué de virer un CDI. Un mauvais recrutement peut te coûter très très cher en termes de temps et en termes d'argent. Surtout qu'aujourd'hui, les gens connaissent leurs droits, ils vont aller essayer de chercher des fonds et de gratter des fonds au prud'homme, machin, t'attaquer, machin, bref. Ça te détruit le cerveau, tu vois. Et en plus de ça, je trouve que aujourd'hui, tu vois, mais ce qu'on fait dans la boîte, c'est pas des choses adaptées pour être payé à l'heure. Tu vois, un serveur, bon, qui soit payé à l'heure, c'est une chose. Mais par exemple, un graphiste payé à l'heure, c'est n'importe quoi pour moi. Genre, je comprends pas un graphiste. T'as une mission, tu dois faire un logo, tu fais un logo. Genre, t'es pas payé à l'heure pour faire le logo, tu vois. Il y a plein de choses que je comprends pas trop comme ça. Je trouve que les freelances sont bien plus démenés dans leur travail que des CDI. Ouais, parce qu'ils jouent leur peau. Ils jouent leur peau, c'est leur argent. S'ils travaillent pas bien, ils ont pas le deuxième partie de la compte, dans la façon de parler, tu vois. Mais pour te dire, ils jouent leur vie, tu vois. Et du coup, tu as un travail bien plus quali. Alors qu'un CDI, quoi qu'il arrive, c'est qu'il va avoir son oseille à la fin du mois. Et ça va rien changer à sa vie, qu'il fasse du bon travail ou du mauvais travail, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi, et malheureusement c'est aussi un petit peu un des problèmes principaux que je trouvais dans le salariat. C'était vraiment, et ce que je vois avec, tu vois, mes amis. Alors d'un côté c'est la sécurité pour le salarié, parce que comme tu dis, ils se disent déjà la sécurité de l'emploi, c'est des compagnies, et deux, que tu te donnes 2 fois plus ou que tu te donnes 2 fois moins, t'as le même salaire à la fin du mois. Alors t'auras pas forcément la même évolution professionnelle, tes managers ils vont pas dire la même chose de toi, t'auras peut-être pas les mêmes bonus et compagnie, mais ça n'a tellement rien à voir. Il y a une telle décorrélation entre l'effort mis et les résultats que je trouve que ça n'incite pas à se donner, quoi. C'est ça, en fait, exactement. Et après, en plus de ça, aujourd'hui, en France, dans ce beau pays qui aime tant les entrepreneurs, comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, tu payes pour que quelqu'un gagne 5 000 € par mois, il doit te coûter 10? Je comprends pas. Je suis désolé, hein, je t'avais tourné dans le truc dans tous les sens. Je veux bien. France, on a plein d'avantages, blabla. Enfin bref, on va pas rentrer sur ce jeu-là. Mais aujourd'hui, avoir un salarié, ça te coûte énormément d'argent parce que ton salarié, tu veux qu'il gagne 5, tu dois le payer 10. Alors qu'un freelance, ça te réduit tes impôts. Donc le calcul est très vite fait en fait, tu vois. Et donc voilà pourquoi moi je suis plus dans cette... parce que je te prends un exemple tout con. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle... je ne vais pas donner son nom. C'est le patron je suis assez ami avec lui, d'un casino en ligne qui s'appelle Bitzler. Un casino en ligne crypto. Lui, il a que des freelances, mais partout dans le monde. Hein. Il a que des freelances, il bosse qu'avec des freelances. Il bosse avec 80 freelances. Bitzler, ça fait 1 million d'euros par mois. Il gagne 1 million d'euros par mois à peu près en net tous les mois. Donc il gagne 12 millions, 10 millions par an en net chaque année. De marge ? De marge, en dormant. Un casino crypto qui marche très bien. C'est un peu la muse, quoi. C'est un peu ça, tu vois, avec l'affiliation, machin, les trucs comme ça, il s'est très bien démerdé. Et lui, il bosse qu'avec des freelances. Donc il a genre 80 freelances partout dans le monde. Et c'est un des plus gros casinos. Enfin, c'est pas steak, tu vois, mais c'est énorme. Ça fait 800 000 visites par mois. Et donc, on m'a dit, moi, je bosse avec des freelances partout dans le monde. T'as une mission, je te paye pour ta mission. Basta, on arrête. Tu vois. Et tu vois, ça génère quand même beaucoup d'argent, tu vois. Donc, je te dis pas qu'encore, il n'y a pas eu de boîte qui génère 1 milliard par an avec une armée de freelance. Je te dis pas qu'encore ça a eu lieu. Mais je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup. Mais est-ce que tu as envie de faire une boîte à 1 milliard aussi, exactement, tu vois. Mais je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec que des freelances, tu vois. Donc je te dis pas que ça va être des énormes boîtes, etc. Mais je pense 10 millions par an de marge, je trouve mais c'est énorme, c'est énorme. Et je pense que le freelancing a un avenir très très prometteur. Je pense qu'à l'avenir, je pense que le salariat, enfin le CDI, ça fait plus rêver grand monde. Tout le monde a envie d'être libre, tout le monde a envie de... J'avais vu les chiffres, là, il y avait une étude récemment en France où il disait c'était 4 personnes sur 10 voulaient se lancer à son compte, tu vois. Voilà, 4 actifs sur 10. Sauf qu'aujourd'hui, se lancer en freelance, c'est pas tu vois, tu te crées une expertise, tu postes un peu de contenu, tu t'inscris sur Malte, tu as des clients qui rentrent via ton contenu,
T'as ces clients-là, si tu fais du bon taf, ils te recommandent et ainsi de suite. Tu peux gagner très vite ta vie assez facilement en freelance, tu vois. En tout cas, avoir au moins le salaire que tu as en CDI. Mais toi, ça me fait penser justement à un post LinkedIn où ça m'a vraiment fait sourire quand je t'ai lu, où tu disais, en fait, si on travaille avec des bons freelances, les recommander, c'est se tirer une balle dans le pied. Ah, bah carrément. Mais tu vois, je trouve ça, c'est touchy de dire ça quand même. C'est touchy, mais moi, je le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je bossais avec quelqu'un qui était extrêmement bon en motion design, etc. Et je l'ai beaucoup recommandé, et après le mec il avait plus de temps pour moi. Et en fait, quand tu trouves un bon freelance, un très bon freelance qui fait un excellent taf, c'est triste à dire, mais moi je le recommande plus aujourd'hui. Je les garde pour moi. Parce que un freelance, ça vend son temps. Et donc, si tu le passes à 10 de tes potes et qu'ils prennent tous son temps, en fait, du coup, après, il a mathématiquement moins de temps pour toi. Il a 10 fois moins de temps pour toi. Exactement. Et donc, ouais, aujourd'hui, je le dis clairement, je ne recommande plus les personnes avec qui je bosse. Pas parce qu'ils font du mauvais taf, justement parce qu'ils font du trop bon taf. Ah mais dans ce cas-là, tu vois, je sais pas, je me mets à la place du freelance. Si jamais je sais ça de Toura, je me dis, bah attends, je vais pas aller travailler avec Kylian parce que dans tous les cas, il va pas recommander mon travail. Les gens, ils adorent bosser avec moi. Tu sais, les gens, ils me critiquent un peu parce que je parle un petit peu souvent de comment j'aime. Les gens, ils sont contents de bosser avec moi, ils aiment bien ma vibes. Tu sais, souvent, je bosse plus avec des... Ça devient plus des amis qu'on a plus moi, j'essaie souvent de développer une relation amicale qu'une relation pro. Pour moi, il n'y a pas de barrière entre les deux. Surtout qu'on bosse mieux souvent quand on est... tu vois, les gens, ils parlent. Tu vois, j'ai fait un post qui a fait... je disais que le problème, c'est que ta boîte, elle s'arrête le week-end et tout, tu vois. Ce post, tu vois, il a fait genre 110 000 vues et genre, il a fait... il a été repris sur les Nurshi, etc. Tu vois. Nurshi LinkedIn. Ouais, bon, on m'a allumé, etc. Mais bon, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Vous pouvez me critiquer, ça me cirer, tu vois. Je m'en fous. Mais ça, je pense que ça vient avec la. Quand tu dis justement peut-être des vérités qui dérangent. Ça, peut-être, tu vois, peut-être, je sais pas, mais je comprends. Et tu vois, on m'a traité d'esclavagisme moderne, etc. C'est juste que moi, chez moi, les week-ends, genre, ça n'existe pas, tu vois. Genre, pour moi, le week-end, c'est un luxe, tu vois. Genre. Le jour où je prendrais des week-ends, c'est vraiment que je serais au summum de ma vie, tu vois. En fait, je pense que l'important, c'est, tu vois, si jamais toi, t'es dans cet état d'esprit, voilà, exactement. Mais en fait, moi, je bosse qu'avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'expliquais, en fait, tu vois. Et donc, sauf que t'as jamais forcé quelqu'un à travailler avec toi, donc pas du tout. Le mec, jamais. Il veut pas travailler. Jamais. Voilà, Jane, on finit la mission, basta, je t'en reprendrai pas une autre. Basta, tu vois. Genre, c'est tout. Genre, vraiment. Et c'est ce que j'expliquais dans ce post-là. Bon, je me suis fait défoncer, mais bon, je m'en fous. C'est marrant. Ouais, non, tu sais que j'ai fait une doublette, j'ai fait deux posts dans la même semaine se retrouver sur un Nurshi LinkedIn. Ouais, tu vois. Et moi en plus sur Nurshi, ça a été l'un des posts les plus likes de toute l'histoire de Nurshi. Il a fait genre 1700 likes le post, tu vois. Ouais, monstrueux. Sur les Nurshi, tu vois. Genre, vraiment, les gens, ils étaient chauds sur ma gueule, tu vois. mais le pire, c'est qu'en plus, du coup, moi, j'étais allé voir un peu les commentaires sur ton post, sur le mien. Et le pire, c'est qu'en fait, il y a des gens. Il y a des deux côtés en fait, il y a des deux équipes. Il y a des gens qui défendent un petit peu ce que tu dis parce qu'ils comprennent, ils ont l'intelligence d'avoir le recul de dire non mais lui il est dans cet état d'esprit là, c'est tout. et c'est fine. Voilà, ça on n'est pas pareil, tu vois. Genre moi j'ai pas de week-end, je connais pas les week-ends, j'ai jamais vraiment connu les week-ends. Moi ça me casse les couilles quand mes projets etc ils s'arrêtent le vendredi, ils reprennent le lundi. Parce que moi le week-end je suis en train de bosser et des fois il y a des petits éléments, on a besoin d'un mec pour avancer et ce mec là il répond pas alors que les 9 autres ils sont là à répondre et on attend le travail, tu vois parce que des fois c'est comme ça, tu vois. Et en fait ça c'est mon état d'esprit, c'est comment je travaille, c'est ma vision, c'est peut-être pas la vôtre, mais il y a rien, fine les gars, tu vois, genre tu vois, je suis exactement comme toi et je sais que typiquement, je suis en mode solopreneur à fond parce que je savais que moi, si jamais je commençais à travailler avec des gens en mode en continu, tu vois, à la limite de manière ponctuelle, moi j'embauche des freelances ou autres pour des missions ponctuelles, mais sur du long terme, si jamais je me retrouvais à un moment bloqué parce que j'attends un dossier ou un mail ou un retour de quelqu'un et machin, et je suis bloqué pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça me ferait vriller. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai un peu le recul, je compare avec ma copine qui elle aussi est entrepreneur. Elle monte une marque de vêtements. C'est des vêtements de sport adaptés aux personnes diabétiques pour mettre la pompe à insuline, bref. Donc c'est du product, tu vois. Là où moi je suis du service. Et je vois, mais elle travaille avec des usines, elle travaille avec des stylistes, avec des modélistes. Il y a plein d'intermédiaires. Et le nombre de moments où elle se retrouve bloquée, ou parce que machin répond pas, il est en vacances, il regarde pas. Et je dis, mais attends, mais en fait, moi, c'est cette frustration que j'expliquais dans ce post-là, tu vois. Et c'est juste une frustration que les gens ne connaissent pas, mais c'est pas grave, il y a rien, tu vois, genre...
Mais bon, tu vois, ça m'a excuse, esclavagisme moderne, machin, bon, bref. Voilà. Bref, non mais on est assez d'accord. Peut-être le mot de la fin, on est bientôt au bout du podcast, Kylian. Tu vois, moi, l'objectif aussi, c'était un petit peu les gens qui nous écoutent, celles et ceux qui voudraient peut-être se lancer, qui se disent alors soit ils sont salariés, soit ils sont peut-être encore étudiants. C'est quoi les derniers petits conseils que toi tu pourrais, le petit mot de la fin que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer demain mais qui a un petit peu peur, que ce soit des raisons financières, que ce soit des raisons de compétences, syndrome de l'imposteur, tous ces éléments-là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, je réponds par quoi en premier, ça, c'est différent, tu vois. Je ne donnerais pas la même chose à quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, quelqu'un qui a peur des risques, là, donc je dis quoi en premier par rapport à quoi? Alors peut-être plutôt, je pense que dans mon audience, il y a pas mal de gens qui sont salariés et qui voudraient se lancer mais qui ont peur de pas tenir financièrement. Bah, en fait, moi, ce que je conseille, c'était pareil que je disais tout à l'heure, c'est créer du contenu. Vraiment, pour moi, genre, ça, c'est le futur. Genre, tu crées du contenu sur ta thématique ou peu importe. Tu vois comment ça prend. Et si ça prend un petit peu, bah, ça y est, tu y vas, tu fonces. Tu vas rencontrer du monde, c'est très important. Tu vois, le réseau, c'est la base des bases, c'est le truc le plus important. Tu vas rencontrer du monde, tu vas parler des gens autour de toi qui parlent le même langage de toi, qui sont dans le même truc, tu vas les rencontrer, ils vont t'inspirer, tu vas dans une conversation, tu vas avoir des idées dans la conversation, tu vas dans des soirées, dans des machins partout, tu vas sociabiliser un peu, tu restes pas dans ta caverne et tu verras avant même de créer du contenu quoi, moi ce que je conseille c'est vraiment de rencontrer du monde. Parce que le réseau et la capacité à être social, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Aujourd'hui, je sais qu'on peut tout m'enlever, tout ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, les numéros qu'il y a dans mon téléphone, c'est mon livret A de la vie. Ça s'en ira jamais, peu importe jamais. Ce qui se passe, quoi. Voilà. Et les personnes que je connais, c'est mon livret A de la vie. Je connais énormément. Et je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à me débrouiller. Aujourd'hui, on m'enlève tout ce que j'ai. Bon, ça va me faire chier, etc. Mais je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'arriverai toujours à me démerder grâce aux personnes que je connais autour de moi. Et pour moi, ça, c'est un truc. J'avais vu un post de Julia, je sais plus comment, je sais pas si tu vois, c'est qui, Julia, j'ai oublié le nom, sur LinkedIn qui disait ouais, apprendre à faire du réseau, ça devrait être enseigné à l'école. Ce qui est pour moi une obligation. Parce qu'en fait, je connais tellement de gens qui n'ont pas un neurone qui fonctionne, et qui sont multimillionnaires parce que ils étaient au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de manger les bonnes choses, à discuter des bonnes choses, et que toutes les planètes se sont alignées. Et les personnes que tu connais, le réseau, c'est vraiment le truc le plus important. C'est plus important que tout. Ouais, je suis d'accord. Voilà la phrase qui dit ouais, traîne avec 5 millionnaires, tu deviendras le 6e ou quoi. C'est peut-être pas forcément vrai dans les faits, mais je suis en partie d'accord avec cette phrase. C'est que essaye souvent d'être le plus nul du groupe sur un truc ou quoi. Tu vois, par exemple, je prends un exemple tout con. Je suis dans un groupe LinkedIn avec que des gestionnaires de patrimoine, tu vois. Et tu vois, moi, je m'y connais pas du tout, tu vois. Et du coup, je me sens stupide dans le groupe, mais du coup, je lis les trucs et tout. Et je kiffe, en fait, tu vois. Tu parles de quoi? Du groupe WhatsApp? Ouais, un groupe WhatsApp, ouais. Je suis dans un groupe WhatsApp avec que des gens qui font de la gestion de patrimoine, etc. Bah, c'est celui où je suis. Ouais, il y a celui-là, tu vois, je suis dans plusieurs groupes comme ça, tu vois. Et en fait, je me sens très con dans ces groupes, tu vois. Enfin, la vérité, parce qu'on parle de plein de choses que je connais pas. Et t'as ton expertise que les d'autres n'ont pas. Non, mais je me sens très con sur ce sujet-là. Moi, je te parle de ce sujet-là, donc tout ce truc-là. Et je lis les choses, etc. Et donc, je m'intéresse petit à petit, tu vois. Et donc, c'est des gens qui, indirectement, même si je parle pas avec eux, ou si je parle avec eux, ils me tirent vers le haut sur un sujet que bah, je suis vers le bas, tu vois. On a plus, il y a des sujets où on est là, il y a des sujets où on est là, il y a des sujets où on est là, il y a des sujets où on est là, tu vois. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le plus de skills possible, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie d'avoir, tu vois. D'être un peu pas mal partout, tu vois. Ouais, mais c'est bien. Ouais, donc finalement, pour toi, c'est vraiment le réseau. Développer son réseau à fond. Développer son réseau, c'est méga important. Et créer du réseau, créer du contenu. Bah, justement, en fait, aujourd'hui, moi, je crée plus du contenu pour augmenter mon réseau. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je disais en plus sur LinkedIn, c'est que aujourd'hui, créer du contenu, ça m'a plus rapporté en réseau
je pense, en termes mais 100%, mais 100%. En business. Que en business. Parce que derrière, le business, il va venir avec le réseau, entre autres. Exactement. Mais je suis comme ça. Et c'est aussi l'avantage de LinkedIn par rapport à des réseaux comme Insta ou TikTok où tu as de l'interaction avec l'audience, mais tu n'as pas d'interaction ou moins avec les autres créateurs. Je suis totalement avec toi. Alors que LinkedIn, tu as des interactions avec les autres créateurs, donc ça fait du réseau. Voilà. Après, le niveau intellectuel de LinkedIn est quand même vachement plus élevé que sur les autres réseaux. Tu vois, bon, c'est des gens un petit peu plus âgés, etc. Donc, tu apprends des choses vachement plus intéressantes sur LinkedIn. Il y a des gens vachement plus, je trouve que la qualité du contenu sur LinkedIn est bien plus supérieure que partout, tu vois. Donc ouais, le réseau, c'est ce qui est le plus important. Et vraiment se lancer à créer du contenu pour justement développer le réseau. Et faut pas avoir peur. Là, toi, tu t'es lancé avec ton téléphone. Genre, là, je sais plus si j'étais allé voir le premier TikTok, mais sûrement la qualité d'un point de vue vidéographique, tu vois, c'est sûrement un peu nul. Mais moi, pareil, mes premières vidéos YouTube, je filmais avec mon téléphone. Mes posts LinkedIn, mes premiers posts LinkedIn, juste, je les écrivais comme ça, là, rapidement. Carrément. Je veux dire, faut pas hésiter, faut se lancer. La qualité, elle vient avec la quantité. Faut développer un peu un comportement obsessionnel éventuellement sur la création de contenu. Mais voilà, créer du contenu, c'est gratuit, ça prend. Tu peux le faire en parallèle de ton job. Développe ton réseau et après, ça va dérouler, quoi. Je suis totalement d'accord. Top. Bah écoute, Kylian, c'était un super épisode. Ouais, je suis content. Je sais pas si tu as une suggestion d'invité pour un prochain épisode du podcast. Une suggestion d'invité pour un prochain épisode du podcast que moi je voudrais voir sur le podcast, c'est ça? Ouais, par exemple, tu penses qu'il pourrait avoir des choses intéressantes à raconter sur soit son parcours entrepreneurial, sur l'investissement, sur les deux? Je sais pas, moi j'écoute beaucoup Oussama, tu vois. Donc moi j'aime bien voir Oussama dans des podcasts, je trouve qu'il est très bon. Après, ouais, j'écoute, je dirais Oussama. Ok. Voilà. Ok. Bah, écoute, j'espère que je vais essayer de la voir. Honnêtement, ça fait un petit moment. T'es pas le premier à me le dire. J'ai déjà un petit peu des pistes à voir si ça se concrétise. Mais ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'Oussama sur l'argent, sur son rapport à l'argent. Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Écoute, Kylian, un grand merci à toi pour cet épisode et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias ELIAS, Farah F-A-R-A-H. À bientôt.